Bonsoir à tous, moi c'est Quentin Lancrenon, je suis co-coordinateur de l'association des Shifters ici en Belgique. Les Shifters, on est une association de bénévoles qui travaille. Notre rêve, c'est de vivre dans une société libre de la contrainte carbone, c'est-à-dire qu'on essaye de décarboner cette société. On travaille sur des thématiques sectorielles. Ce soir, c'est la top. Mais à d'autres moments, c'est la santé, c'est l'urbanisme, c'est la mobilité, c'est l'énergie, c'est l'alimentation. On a plein de bénévoles très motivés. On est aujourd'hui une équipe de 700 sympathisants, 250 cotisants. C'est une association française qui tire un peu son référentiel de pensée d'un institut qui s'appelle Shift Project. Bravo, le Shift Project qui étudie comment est-ce qu'on accélère la décarbonation de notre économie aujourd'hui et à travers différents travaux sectoriels qui vont nous servir derrière d'aller titiller nos hommes politiques et nos femmes politiques pour leur dire qu'est-ce qu'on fait pour décarboner tous ces secteurs et aussi d'aller travailler sur l'éducation, travailler sur la prise de conscience autour de ces enjeux-là. Et donc, c'est vraiment ça tout ce qu'on fait. On est super content de lancer une dynamique culture ce soir. Et on vous donnera rendez-vous en fin de séance pour le mois de novembre avec notre festival de cinéma qui s'appelle Projection Transition. Voilà, très content d'être là et je passe la parole à Lily. Quentin. Alors nous, c'est Even Change. On a été en contact avec les shifters un peu via. On s'est retrouvés, on a discuté. Ils nous ont dit, tiens, Fanny Lambois vient à la fin du mois. Ce qui devait être, je crois, apparemment un petit apéro, s'est transformé en ce que vous avez ici ce soir, une conférence sur décarbonant la culture et aussi sur justement le bilan carbone de la monnaie, ou en tout cas le travail en cours qu'ils sont en train d'effectuer. Nous, on a eu un rôle vraiment de diffusion en fait auprès du secteur culturel, auprès des différentes fédérations de cette soirée. Alors, Even Change a pour ambition d'accélérer la transition dans le secteur culturel. C'est un projet qui est né en 2020 pendant le Covid. Enfin, ça fait plusieurs années qu'on y réfléchissait. Et puis qui a vu le jour en 2021, où on a commencé par des enquêtes auprès des opérateurs culturels, des échanges avec les différentes fédérations et d'essayer de voir quels étaient les besoins du domaine culturel. Et à partir de là, on a fondé Even Change autour de 4 grands axes. Ce qui est outillé, donner des outils, des bonnes pratiques que vous trouvez sur notre site. On a également le formé, donc tout ce qui est formation, workshop. Le prochain est le 25 avril, Welcome, on pourra vous en parler, c'est sur la mobilité. Et on axe vraiment sur le pratico-pratique. Et on est également donc, dans ce qui est fédéré à travers des rencontres et un forum annuel. Le dernier était à Namur donc en 2022 pour certains d'entre vous qui y étaient. Et puis accompagner. On accompagne différentes structures, événements, etc. dans leur durabilité. Donc le lien avec les shifters est super intéressant et important quand on sait justement le travail qui a été fait côté français et qui nous sera montré aujourd'hui. Je crois qu'ici on doit essayer de travailler vraiment ensemble de manière collective pour voir dans quelle mesure on peut avancer dans cette transition le plus vite possible. Je crois qu'il faut également être à la fois dans l'humilité et le collectif, tout en se basant sur ce qui existe déjà. Il y a énormément d'initiatives de toutes parts dans le domaine justement culturel au niveau de la durabilité, que ce soit, et allons chercher ces forces vives, que ce soit en Wallonie, que ce soit à Bruxelles, que ce soit en Flandre. Et je pense au groupe durabilité de la FEAS qui s'est mis en place il y a 1 an, à la journée qui a été réalisée il y a peu de temps par RAB-BKO, Réseau des Arts à Bruxelles, sur la transition énergétique, ou encore le travail qui est fait, le travail remarquable qui est fait du côté néerlandophone par Pulse Transition Network. Donc voilà, on a vraiment beaucoup d'exemples de toutes parts. Nous, notre rôle, Even Change, c'est vraiment de fédérer, de faire circuler l'information et de dire, ça existe, ça a déjà été fait et on a une volonté intersectorielle dans le secteur, c'est-à-dire de vraiment rassembler les différents secteurs culturels, parce que même s'il y a une spécificité, il y a également beaucoup de choses qui peuvent aller d'un secteur à l'autre et qui peuvent enrichir vraiment tout un chacun. Donc on est super content d'être là ce soir, c'est une super belle initiative et donc on laisse la parole aux 2 premières intervenantes. Moi, je suis Sophie Cornet, je suis responsable de la durabilité
au Théâtre de la Monnaie. Et je fais une présentation aujourd'hui avec Nadège, que vous allez voir dans quelques instants, qui nous accompagne en fait au Théâtre de la Monnaie pour le calcul carbone de nos productions d'opéra qui est en cours et qui va venir expliquer cette mission-là d'ici peu. Donc, moi, je voulais simplement revenir sur une explication un peu plus globale du programme de durabilité de la Monnaie. Donc, qu'est-ce qu'on fait et en quoi consiste notre bilan carbone qu'on a déjà réalisé pour la première fois en 2020. Pour vous faire un bref résumé de notre histoire qui a commencé en 2002. Donc, ça fait en fait plus de 20 ans que le théâtre est engagé sur une démarche environnementale. Entre 2002 et 2018 au travers essentiellement du label Entreprise écodynamique. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un label régional bruxellois qui valorise en fait les démarches environnementales de tout type d'organisation, essentiellement sur l'aspect fonctionnement général de l'organisation, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne le bâtiment, le tri des déchets, etc. Et donc, ce label nous a servi de balise et nous a permis d'en créer une série de pratiques environnementales qui sont encore en cours aujourd'hui, telles que l'installation du suivi des consommations d'énergie, la mise en place progressive du tri de déchets, l'intégration de critères de durabilité dans certains achats, marchés publics, le remboursement des transports en commun pour le personnel, enfin voilà, toute une série de pratiques environnementales qu'on continue à mener et à améliorer aujourd'hui. Et puis, à un moment donné, cette démarche est un petit peu essoufflée et on s'est dit qu'il nous manquait en fait le cœur de métier qui est la production de spectacles. Et à ce moment-là, on s'est intéressé plus particulièrement à l'éco-conception des décors, en fait, plutôt que des productions, puisque c'est la partie visible, donc c'est celle sur laquelle on a voulu commencer à sur laquelle on a commencé à s'intéresser. À partir de, je fais un très gros résumé, parce que vous imaginez qu'il y a plus de détails que ça. Donc à partir de 2019, on a parlé de notre Green Opera, qui était un peu une espèce de rêve, mais sans avoir une définition très claire. Mais on a du coup ouvert le champ sur d'autres dimensions aussi, la dimension ouverture des publics, enfin voilà, avait une dimension un peu sociale qui s'intégrait dans cette réflexion, jusqu'à arriver en 2022 à la définition d'une stratégie de responsabilité sociétale de l'organisation, qui est donc une démarche RSO, comme on l'appelle, et qui, elle, regroupe 3 grandes thématiques que sont l'environnement, la dimension ouverture des publics, donc rajeunissement des publics par exemple, et plus grande diversité, et, mais pas que, et ensuite tout ce qui est harmonie interne, donc bien-être, développement du personnel. Voilà, alors il faut savoir que quand on parle d'opéra, quelles sont en fait les dimensions sur lesquelles l'opéra peut travailler? Bien, il y a bien entendu la dimension création, production de spectacle, donc c'est bien sûr à ce niveau-là que il faut s'emparer aussi des enjeux, enfin, des thématiques sociétales actuelles, dont notamment le réchauffement climatique et bien d'autres. Mais également, on a un devoir de réduire nos émissions de CO2, puisqu'on est une organisation comme une autre, et donc on doit travailler également sur cet aspect-là, et également sur l'adaptation au réchauffement climatique, puisque, comme toute autre organisation, on est soumis aux différents risques qui sont aujourd'hui bien présents au niveau de l'organisation. Alors juste pour vous donner des exemples, je vous parlais de création, et donc on a tout doucement des artistes qui s'emparent de ce sujet au niveau de l'opéra, pas uniquement chez nous, mais ailleurs aussi. Et donc c'est assez récent. Donc là, au mois de mars, on vient de terminer une production qu'on appelle une petite production, qui n'était pas sur notre grande scène, mais qui était dans la salle juste à côté ici de répétition, la salle Malibran, et qui est un opéra qu'on a dit écologique, en tout cas sur le message qu'il a véhiculé, puisqu'il parlait de réchauffement climatique et de la conscience environnementale de manière générale. Et c'est un opéra qui a été composé par Howard Moody, pour ceux ou celles qui le connaissent, qui en a confié le livret à sa fille. Et il nous a expliqué récemment qu'il l'a fait parce que pour lui, c'est une question de génération. Donc il a délégué en fait la thématique à sa fille, puisque lui est plus âgé. Et c'est un opéra qui a été composé pour les jeunes, et donc les interprètes sont les chanteurs de notre académie et de notre chœur de jeunes. Voilà. Et donc en fait, l'opéra est un appel des jeunes générations à œuvrer de façon concrète. Donc ça, c'est un premier exemple. Et alors un deuxième exemple, c'est un opéra qui s'appelle Cassandra, sur lequel on est en train de travailler déjà depuis de nombreux mois, qui sera sur scène, mais cette fois-ci sur la grande scène, en septembre 2023. Et je vous le cite ici, non seulement parce que le thème de l'opéra fait référence à l'urgence climatique, puisque c'est le mythe de Cassandre, qui parle du fait de ne pas être entendu, puisque Cassandre, dans la mythologie, est quelqu'un qui porte des messages et une connaissance
qui prédit en fait des catastrophes, mais qui n'est pas entendu, et c'est son destin. Et donc le librettiste et le compositeur ont fait le parallèle assez rapidement avec les jeunes activistes pour le climat, qui portent aussi des messages catastrophiques, mais qui visiblement ne sont pas tout à fait entendus. Ils sont là ce soir. Et je sais qu'il y en a, j'ai vu des têtes. Et donc, d'ailleurs, il y a les jeunes activistes, mais il y a d'autres qui portent ces messages aussi, mais on sait qu'en tout cas, eux sont dans cette thématique-là. Et donc, ces jeunes activistes d'ailleurs qui ont inspiré le livret, puisqu'ils ont été interpellés par le compositeur et le librettiste. Et donc autour de Cassandra, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a mené une série d'actions dans le courant de cette saison culturelle autour du projet, pour parler un peu de cette question de l'activisme climatique, du réchauffement climatique. Et donc là, c'est une photo en fait d'un chœur amateur qu'on a créé en septembre 2022, qui sont en fait des personnes hors de l'opéra qui ont décidé de s'engager dans ce chœur pour le chant, bien sûr, qui est quand même la première dynamique, mais aussi parce que le chœur se veut engagé, donc avec un répertoire de chants révolutionnaires, engagés, et avec l'idée de ne pas juste performer à la Monnaie, mais de se déplacer dans différents événements à Bruxelles. Donc ils ont été chanter à la manifestation pour le climat. Ils ont également été à Modern Light en décembre, donc dans le cortège des Lumières. Voilà. Et ils se performent à différents moments, ce qui les fait connaître et permet aussi de créer des connexions avec d'autres chœurs. Donc ça, c'est en cours. Et ils chanteront alors en... Je suis un peu trop longue, en fait, mais je vais essayer d'accélérer. Et ils chanteront chaque soirée de spectacle en septembre. Également, très rapidement, on est en train d'organiser des conférences autour de l'activisme climatique. On en a déjà eu 2. Une troisième aura lieu le 17 mai, si ça vous intéresse, mais plutôt du point de vue de l'institution. Donc, je vais un peu expliquer avec d'autres institutions ce que nous pouvons mettre en place, quels sont les engagements en fait, des acteurs culturels sur ces sujets. Voilà, puis on aura un festival durant la production. Tout ça pour dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi prendre la parole sur ce sujet en tant qu'organisation, qu'on peut légitimement prendre cette parole, même si ce n'est pas toujours évident. Voilà. Ok. Alors, le bilan carbone, c'est évidemment là le poste plus, on travaille sur notre fonctionnement, tant notre fonctionnement général que ce sont des aspects de production. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a fait notre bilan carbone en 2020 ? C'est un peu la suite logique de l'historique que je vous ai montré. C'est qu'à un moment donné, on n'avait pas d'objectivation en fait, de ce sur quoi on travaillait. Et on avait tendance à travailler sur les aspects visibles, donc bâtiments, décors. Et donc, le groupe de travail qui était en place à ce moment-là a décidé d'avoir une image plus globale. Et c'est dans cette idée-là qu'on a initié notre premier bilan carbone complet. Donc sur tous les périmètres, 1, 2 et 3 pour ceux qui connaissent les bilans carbone, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement inclus nos flux internes, mais on a également travaillé sur nos achats, on a travaillé sur la mobilité du public, etc. Donc on a essayé d'être le plus complet possible. Et le but évidemment, c'était de déclencher des actions, donc de pouvoir déterminer une stratégie de réduction carbone. Voilà les résultats rapidement de ce bilan carbone. Donc en fait, si on prend le fonctionnement, parce qu'on a divisé ça dans les résultats sur 2 grandes dimensions qui sont le fonctionnement général, je vous le répète encore une fois, et les aspects de production. Donc on n'est pas resté sur scope 1, scope 2, scope 3, et donc qui est en fait notre langage et notre façon de fonctionner. Donc là, on peut voir ce qu'on a appris, par exemple, c'est que la consommation de gaz chez nous est très très élevée, même plus élevée que ce qu'on avait peut-être imaginé. Et donc le bilan carbone nous a aidé à révéler ça, et donc on a mis en place depuis une série d'actions pour essayer de mieux maîtriser ces consommations. Peut-être un autre renseignement, c'est la question des déplacements du personnel. On voit que ça représente 10% de l'impact carbone, c'est pas rien du tout. À l'inverse des consommations de gaz sur lesquelles on peut agir, sur les déplacements du personnel, c'est compliqué puisqu'on est déjà situé en plein centre-ville et on a à peu près 87% de notre personnel qui se déplace déjà en transport en commun. Donc difficile d'agir et de faire beaucoup mieux, on va dire. Donc c'est peut-être pas une priorité d'action. Voilà comment on a réfléchi. À droite, vous avez nos engagements, mais je ne vais pas passer dessus. Je vais vous expliquer ça au travers des actions que l'on mène, sinon ça va prendre trop de temps. Mais je passe par contre sur l'aspect production. Et donc là, les grands postes d'impact, ce n'était pas vraiment sous la surprise, mais nos gros postes d'impact sont la scénographie, qui ici, donc c'est cet aspect-là ici, représente 46% de notre bilan carbone.
La scénographie regroupant costumes, décors, accessoires, enfin voilà, l'ensemble de tout ce qui compose en fait une production. Deuxième grand poste, le transport du public qui est 29%. Même si on a des données là incomplètes, on sait qu'on est sur un poste d'impact qui est réaliste. Et ensuite, les déplacements des artistes et les déplacements professionnels dans le cadre des productions. Pour mener ce travail sur la production, ici, on a pris comme référence une seule production d'opéra qui était Mozart da Ponte qui se donnait en 2020. Et ensuite, on a extrapolé en fait, ce résultat sur l'ensemble de l'année 2019 pour avoir une vision complète. Donc, mais ça, Nadège pourra peut-être vous expliquer les méthodologies carbone et peut-être les imperfections de la démarche, mais qui restent tout à fait pertinentes. Ici à droite, donc, les deux grands engagements qu'on a pris au niveau de la production, c'est donc de développer des initiatives pour accroître de 15% la mobilité douce de notre public. Et on se réfère, pour celles et ceux qui le connaissent peut-être ou qui ne le connaissent pas encore, sur un référentiel international qui est le Theatre Green Book, qui nous permet de donner des principes à suivre et à transmettre à nos équipes artistiques et internes que l'on veut intégrer dorénavant dans nos productions. Donc en gros ici c'est surtout sur la réutilisation et le recyclage qu'on va travailler dès à présent. En fait, c'est quelque chose d'assez récent. Alors ça, je voulais vous le montrer. En fait, c'est juste pour expliquer que quand on conçoit un produit, un service et donc une production d'opéra par exemple, 80% des impacts se définissent dans la phase de conception. Les impacts financiers, techniques, mais aussi environnementaux. Et donc, il est crucial de pouvoir travailler à cette étape-là. Donc, chez nous, ça se traduit comment? Ça se traduit par intégrer la durabilité dans les premiers dialogues avec les artistes. Car si on ne leur demande pas d'intégrer cette référence, ben, ils vont pouvoir être très libres dans leur création, si ce n'est qu'ils ont des contraintes techniques et financières. Mais donc, on pourrait arriver à des projets qui sont parfois faramineux en termes de volume de décor, ce qui nous arrive, on va dire, quand même régulièrement. Donc, on doit mettre des principes à cette phase-là, les expliquer et dialoguer avec nos artistes pour entrer dans cette dynamique en fait, de réduire les volumes, d'être davantage dans la sobriété, d'utiliser des matériaux qui sont sans doute plus éco-responsables. Et donc ça, c'est un travail qu'on a commencé, mais qui est un peu lent parce qu'on touche vraiment au cœur de métier et que voilà, les processus sont un peu établis. Mais donc on doit sensibiliser tant notre direction générale artistique, l'ensemble de la direction, les différents artistes avec lesquels parfois on a l'habitude de travailler qui ne sont pas trop dans cette thématique-là, ou s'ouvrir à des artistes qui au contraire, eux, ont cette vision déjà ancrée dans leur façon de fonctionner. Donc voilà, c'est un travail qui n'est pas simple, mais que l'on mène, qu'on veut vraiment mener. Et donc on a établi une charte d'engagement pour les artistes et pour l'ensemble de l'organisation en juin 2022, mais on est en train de la revoir maintenant pour la cibler vraiment sur les artistes, en fait, que ce soit un document d'engagement pour chaque projet, chaque nouveau projet d'opéra. Là, je voulais juste vous donner quelques exemples de projets sur lesquels on travaille. Donc on fait partie d'un collectif d'opéra qui s'appelle le collectif de 17h25, qui est simplement l'heure à laquelle il a été créé. On n'a pas été très imaginatif. Donc, et voilà. Et du coup, le nom est resté, ça nous convient très bien. Et donc, il s'agit de l'Opéra de Paris, du Théâtre du Châtelet, de l'Opéra de Lyon, de La Monnaie et du Festival d'Aix. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On a commencé à discuter, à créer un climat de confiance au fil des mois. Ça nous a pris pas mal de temps d'apprendre à se connaître. Mais l'idée, c'est vraiment d'œuvrer sur la transformation de nos organisations, puisqu'on a des similitudes qu'on peut vraiment partager en termes de fonctionnement. Et donc, on parle de quoi? De formation du personnel, de bilan carbone. On a échangé sur nos bilans carbone et sur les stratégies en matière de bilan carbone. On parle d'éco-conception des décors. Je vais vous expliquer dans un instant sur quel projet on travaille. Donc voilà, on a intégré petit à petit les équipes techniques aussi dans toute cette réflexion. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de personnes à l'œuvre dans l'ensemble de ces 5 maisons, et notamment sur un projet de standardisation des structures de décors. Je vous donne une toute petite explication pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Donc les structures de décor, c'est toute la partie invisible du décor. Donc quand vous avez un décor sur scène, vous avez sa face visible, ce que le spectateur voit, puis derrière, tout ce qui soutient en fait le décor. Ça peut être des châssis, des chariots, ça peut être des escaliers. Et donc l'idée ici, c'est qu'on est dans une dimension de coproduction en général, donc on essaye de faire tourner, de cofinancer et de faire tourner nos productions sur d'autres scènes. Et donc quand on a conçu un décor et qu'on souhaite le faire tourner, en général, on fait tourner l'ensemble, donc ce qui est visible et pas visible, donc les structures également. Pourquoi? Parce qu'en général,
les structures d'un opéra à l'autre ne sont pas compatibles les unes avec les autres. C'est simplement que ce sont des fournisseurs différents et donc aujourd'hui ces systèmes ne sont pas nécessairement compatibles. Donc ici c'est un projet qui vise à standardiser certains de ces éléments pour réduire en fait les volumes construits et permettre aussi de réduire les volumes transportés. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Parce que c'est pas toujours simple à comprendre. Oui, ok. Donc voilà ce sur quoi on travaille. C'est un projet de 3 ans qui est financé par un subside du ministère de la Culture en France. Et donc il y a toute une démarche qui s'enclenche sur ce sujet, qui est un projet d'expérimentation. On ne sait pas ce qui va en sortir, mais on espère des résultats positifs sur lesquels qu'on va pouvoir pérenniser. Autre exemple, on est entré récemment dans le Green Deal logistique de la région de Bruxelles-Capitale, donc c'est une initiative de la région. Et là, on a pris un engagement au niveau logistique qui est, donc nos décors sont stockés dans des containers, comme vous le voyez sur la photo, au port d'Anvers. On a à peu près, je pense aujourd'hui, une centaine de containers, mais on en a eu auparavant beaucoup plus, ce qui reste quand même une masse importante. Et donc, on fait beaucoup de transports de containers donc par camion entre Anvers et Bruxelles et parfois entre d'autres maisons d'opéra. Et donc, on voudrait en tout cas réduire tous ces transports entre Anvers et Bruxelles. Et donc, on a pris l'engagement d'essayer de trouver un lieu de stockage plus proche de Bruxelles. On a compté qu'on a à peu près 4 camions par semaine. Donc, en termes de CO2, ça représente quelque chose. Et donc, ça, c'est un objectif pour 2025. Par voie maritime, du coup? Non, actuellement, ils viennent par camion. Oui. Mais les stocker par voie maritime vers Bruxelles, ça, ou plus proche de Bruxelles? Donc, on voudrait trouver un lieu de stockage, en fait, oui, près du port, éventuellement, ou, enfin voilà, ça c'est à trouver, parce que c'est pas si simple de trouver des lieux de stockage, c'est pour ça que ça prend du temps. Et parce que surtout, c'est très cher. Plus on s'approche de la capitale, plus c'est cher. Donc voilà, oui. Alors, vous avez considéré la possibilité de faire des décors digitaux? C'est une grande question. Il y a un collectif russe d'artistes qui s'appelle AES Crusade, qui est assez connu, et qui a fait ça pour différents opéras en Europe. Alors, on évolue avec la technologie, en tout cas dans les décors. Je ne pense pas qu'on ait déjà pensé à faire un opéra digital. Par contre, on fait du streaming, on enregistre les opéras, ce qui n'est pas encore un opéra digital. Mais ça change complètement la vision artistique aussi des projets. Le rapport avec le public est complètement différent. Je pense que nous, on n'y est pas encore et ce n'est pas du tout dans la programmation d'ici 2025. Peut-être que notre nouvelle directeur qui est en cours de recrutement y pensera. Mais il y a aussi des impacts sur le digital. Donc il faut aussi mesurer ça. C'est d'ailleurs un des aspects sur lesquels on travaille aussi, c'est de connaître notre impact numérique. Puisqu'on a de plus en plus de numérique dans les productions. Et voilà, quelle est la limite et quel est l'impact de tout ça, c'est un vrai sujet aussi. Donc je ne sais pas, je n'ai pas la réponse claire à ça. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? C'est vraiment à étudier. Et je sais que beaucoup d'opéras commencent à y travailler. Alors, on a beaucoup travaillé aussi sur le recyclage, revalorisation de nos éléments de décor. Donc, on a dû se séparer de nombreux containers. Donc, vous avez vu, on en avait énormément en fait avant. Et donc, on a mené plusieurs expérimentations avec plusieurs prestataires. Aujourd'hui, ce sont nos équipes internes qui, dans un entrepôt qu'on n'a pas loin de Bruxelles depuis peu de temps, en fait, acheminent les décors depuis Anvers dans cet entrepôt et font tout le démantèlement. Et donc, ça permet quand même de maîtriser une grande partie du recyclage et de la revalorisation. On a aussi toute une série de partenaires avec lesquels on travaille sur les aspects de revalorisation, dont notamment une plateforme bruxelloise qui s'appelle InLimbo, que la Monnaie a cofondée, qui est une plateforme d'échange de matériaux au sein du secteur socio-culturel. Voilà. Donc, vous pourrez aller voir sur leur site web si ça vous intéresse. Mais il fonctionne bien depuis 2017. Voilà. Et on a également des projets de mobilité. On a mis en place un système de navettes partagé pour le public, qui était un projet expérimental subsidié par le SPF Mobilité. On vient de l'achever. On est en train d'évaluer en fait la possibilité de le rendre plus pérenne. Et alors, sur les voyages internationaux, on travaille également. Donc, pour donner juste quelques exemples, évidemment, le Covid a amené les vidéoconférences. Donc, on a diminué par la force des choses les voyages. C'est une pratique qui continue à exister pour certaines réunions avec les artistes qui se trouvent à l'étranger. Et également, on a intégré, par exemple, une clause de mobilité dans les contrats d'artistes pour les encourager à prendre davantage le train que l'avion pour les destinations là où c'est possible, en fait. Et je pense que, voilà. Après, oui, on mène aussi une politique de réduction de nos consommations d'énergie pour nos bâtiments.
On a une cantine durable depuis janvier 2022 par un marché public qu'on a lancé qui était assez fastidieux. Aujourd'hui, c'est une entreprise locale, bruxelloise, qui a l'alimentation durable dans son ADN et qui est une entreprise d'économie sociale et solidaire, donc qui pratique la réinsertion professionnelle des gens qui sont éloignés de l'emploi et qui viennent en formation chez nous. La nourriture est 5 fois meilleure que celle de la multinationale qui nous servait auparavant. Et on a une augmentation de la fréquentation de 10 à 15%, donc il y a quelque chose de significatif par rapport à ça. Et alors voilà, j'arrive au calcul CO2 des productions d'opéra. Donc ici, juste pour introduire, Nadège va vous expliquer tout le détail, enfin le détail, pas tout le détail, ça fait tout de suite donc le détail de cette démarche. Mais donc ici, l'objectif, c'était d'aller un cran plus loin que ce qu'on a mené en 2020. Je vous avais dit, on a pris une seule production de référence. Ici, on fait en fait un calcul carbone sur 16 productions. Donc toutes les productions de la saison dernière et les productions de cette saison-ci, histoire de vraiment augmenter en compétences et en connaissance sur c'est quoi en fait l'impact carbone d'une production. On a déjà imaginé mettre un quota carbone, par exemple, sur nos productions, mais un quota avec quelle référence en fait? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est réaliste? Et donc l'idée aussi, c'est de pouvoir intégrer la donnée environnementale dans le dialogue avec les artistes, donc de pouvoir avoir non seulement on a l'habitude de faire des estimations financières, mais il faudrait aussi intégrer cette estimation carbone, et évidemment confronter avec d'autres maisons d'opéra, mais ça, on n'y est pas encore puisque la mission n'est pas finie. Je vais essayer de vous montrer en fait les côtés vraiment pratico-pratiques de cette mission que je suis en train de mener avec plaisir à la Monnaie. C'est-à-dire que je vais essayer de vous montrer un petit peu des éléments de méthodologie pour vous montrer comment est-ce que l'on fait en fait nos estimations, quels sont le genre de résultats auxquels on va aboutir et surtout ce qu'on va faire en fait de tous ces résultats qu'on est en train en fait de collecter. Donc, juste, j'aime bien insister en fait sur la motivation en fait de la Monnaie derrière la réalisation de son bilan carbone. Il ne s'agit pas ici d'un bilan carbone qui est un simple outil de reporting, ça n'aurait pas vraiment de valeur ajoutée. La Monnaie n'a aucune contrainte, ni réglementaire, ni pression pour réaliser son bilan carbone, donc c'est une pure approche volontaire. Et le but, c'est vraiment d'utiliser le bilan carbone comme un outil de conscientisation, c'est-à-dire apprendre où est l'impact, à quel point il est grand cet impact, de manière en fait à partager en fait cette connaissance, à conscientiser en fait tous les acteurs qui interviennent dans la conception en fait des productions, de manière évidemment à diminuer les émissions. Ça c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment le résultat attendu. Et de manière aussi, bien sûr, à pérenniser en fait l'activité. Donc vous savez qu'on va devoir naviguer dans un monde qui va être de plus en plus changeant, un monde en transition, un monde qui va être de plus en plus affecté, évidemment, par le changement climatique. Et ce bilan carbone doit aussi permettre de détecter les points de vulnérabilité, en fait, d'une organisation. Alors, quels sont les postes qu'on considère quand on parle des productions en fait, et de toute une saison? Ce sont tous ces postes-ci qu'on a inclus en fait, dans notre périmètre. Donc le poste décor, je crois que Sophie en a déjà bien parlé, il s'agira bien sûr d'évaluer en fait, toutes les émissions qui sont liées à la construction du décor, donc principalement les utilisations des différentes matières premières. C'est également les émissions telles qu'on les a estimées pour tout ce qui est poste-accessoire, pour tout ce qui est poste-costume, tout ce qui est poste-perruque, tout ce qui est poste-maquillage et tout ce qui est poste-technique de plateau. Donc par technique de plateau, on entend ici tous les équipements qui sont utilisés pour la mise en scène, que ce soit des projecteurs, que ce soit des machineries, mais aussi tous les équipements pour la captation. Donc Sophie l'a bien dit, les spectacles sont aujourd'hui filmés et ils sont diffusés en ligne. Donc ce sont également des émissions qu'on essaie de capter. Il me reste 5 minutes, je vais devoir être hyper efficace. Okay. Les émissions de la diffusion en ligne, donc Sophie a dit, on fait attention également au numérique, c'est quelque chose qu'on a également inclus dans notre périmètre. Et ensuite, tout l'aspect transport, qu'il s'agisse de transport de matériel, on parle ici bien sûr du fret pour les éléments de décor, mais le transport des personnes, on a parlé du public, on a parlé des artistes et des différents professionnels évidemment qui gravitent. On a les émissions qui sont liées aux consommations énergétiques des bâtiments. On parle du chauffage, du gaz bien sûr, et de l'électricité. Et d'autres petits postes d'émissions, par exemple toutes les impressions des programmes, partitions, et même des émissions de fin de vie. Alors c'est plutôt rare, mais évidemment quand un décor arrive à la fin de sa vie, à ce moment-là, il est détruit. À nouveau, c'est quelque chose qui était assez exceptionnel dans les saisons qu'on a considérées. Alors là, je passe vite. La mission est toujours en cours, donc en fait on a beaucoup travaillé sur la saison dernière, saison 2021-2022, c'est celle-ci que je vais vous présenter. Les calculs sont toujours en train d'être consolidés
et les calculs sont toujours en train d'être réalisés pour la saison en cours. Donc ce sont des résultats intermédiaires que vous allez en fait voir aujourd'hui. Alors, peut-être quelques petits rappels vraiment de méthodologie de comment est-ce qu'on calcule en fait des émissions de CO2 et comment est-ce qu'on fait un bilan carbone. Les émissions de CO2, malheureusement, jusque-là, il n'existe pas de compteur pour ça. Donc ça ne se mesure pas. La seule manière de les estimer, c'est de les calculer. Et comment est-ce qu'on les calcule? On les calcule à l'aide d'un calcul vraiment très très simple. C'est la multiplication d'une donnée d'activité et d'un facteur d'émission. Et ce calcul, il peut être plus ou moins facile ou plus ou moins précis en fonction forcément de la disponibilité tant de la donnée d'activité que du facteur d'émission. Donc un exemple super facile, si on veut estimer les émissions du chauffage de ce bâtiment, on va passer par une donnée d'activité qui va être la consommation de gaz. Ça, c'est une donnée d'activité en général qui est très facilement disponible. Vous la recevez régulièrement, c'est sur la facture. Donc pour celle-là, il y a un compteur, c'est facile, on n'y échappe pas. Et on va utiliser un facteur d'émission, c'est-à-dire combien de kilos de CO2 équivalent j'ai émis à chaque fois que je brûlais un normomètre cube de gaz ou un kilowattheure de gaz. Cette donnée-là, en général, elle est aussi très très bien connue. On a des bases de données pour ça. Donc ce calcul-là, il est super facile et super précis. Si on prend maintenant un achat de matériel, et j'ai pris expressément par exemple de la peinture, qui est quelque chose que l'on consomme ici dans la fabrication d'un décor, on va passer par le même genre de calcul, mais vous allez voir que c'est déjà un petit peu moins facile. Donc en général, la donnée d'activité, ça va être les quantités de ce matériel que l'on va acheter. Dans notre cas, ça va être les litres de peinture qu'on a achetés, et on va multiplier ça par un facteur d'émission. Combien de CO2 est émis à chaque fois qu'on a fabriqué, transporté, utilisé un litre de peinture. C'est un peu ça l'idée. Je vais commencer par le facteur d'émission, vous expliquer comment est-ce qu'on trouve et comment est-ce qu'on utilise en fait ces paramètres-là. On a toute une série éventuellement de types de facteurs d'émission qui peuvent être utilisés et tous ont une certaine précision. Le top du top serait vraiment le facteur d'émission qui serait donné par le fournisseur. Ça existe de temps en temps. Le fournisseur, dans ce cas-ci de peinture ou d'acier ou de bois, a réalisé une analyse de cycle de vie. Il connaît son facteur d'émission, il vous le renseigne. Ça, c'est du pain béni. Ça arrive de plus en plus, mais on ne l'a pas rencontré ici. Donc ça, on n'avait pas du tout ce facteur d'émission. Donc nous, on s'est basé sur des bases de données qui sont officielles et reconnues. La base carbone ADEME, pour tous ceux qui font des bilans carbone, je suis sûre qu'ils connaissent. Dans cette base de données, on a deux niveaux de précision. Soit on connaît précisément les quantités et on va parler alors d'un facteur d'émission sur base physique, les kilos de CO2 par litre de peinture, par kilo de bois, par tonne d'acier. Soit je vais passer sur quelque chose qui n'est pas hyper précis, mais qui rend quand même un très bon service et je vais vous le montrer. C'est le facteur d'émission sur base monétaire. Dans ce cas-là, ça va me dire, à chaque fois que tu dépenses 1 000 € en peinture, on a à peu près émis X kilos de CO2. À chaque fois que je dépense 1 000 € en métal, par exemple, cela correspond à X émissions de CO2. En général, c'est quelque chose qui n'est pas hyper précis, mais souvent, dans notre cas, en fait, les données d'activité qui étaient facilement disponibles, ça restait quand même souvent des sommes dépensées. On connaît les sommes dépensées, en tout cas c'est dans les enregistrements, je vais dire, avant de connaître les quantités, ce qui fait qu'on a procédé en 2 étapes. Si je prends uniquement les postes décors, juste pour vous donner une idée, une saison à la Monnaie, c'est à peu près 1800 commandes. À chaque fois pour ces commandes, dans le système de contrôle de gestion, on peut associer très facilement la somme qui avait été dépensée. C'est un petit peu moins facile de revenir en fait sur la quantité qui avait été effectivement achetée. La donnée, elle est là, elle existe bien évidemment, mais pour ça, il faut aller creuser en fait dans le détail des commandes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans une première étape? Dans une première étape, on a estimé des émissions sur base du ratio monétaire. Ça, c'est assez facile parce qu'évidemment, les prix facturés, ça sont connus. De là, on a retiré quels étaient en fait les gros postes majoritaires dans la conception d'un décor. Et c'est uniquement, je vais rentrer dans le détail, sur ces postes majoritaires qu'on aura été gratter et faire un calcul plus précis à partir d'un ratio sur base physique plus précis. Donc ça, c'était pour les décors. Autres petits éléments, quand on en arrive par exemple au fret matériel, là c'est typiquement en fait un poste d'émission où il nous manque parfois certaines données d'activité, où on doit bien dire on a eu un gros angle mort. Donc qu'est-ce qui doit être considéré ici? C'est en fait toutes les émissions liées au transport
des matières premières, depuis leur lieu de production jusqu'à leur lieu d'utilisation qui est ici. La monnaie, quand elle achète des matières premières pour la conception de ces décors, passe dans la grande majorité des cas par des distributeurs. Donc on connaît très bien l'adresse du distributeur, on ne connaît pas nécessairement l'aciérie où la structure en acier a été produite, la forêt où le bois a été cultivé, ou l'usine où la peinture a été produite. Donc en fait, toutes ces émissions relatives au transport des matières premières sont actuellement dans notre angle mort. Par contre, on a pu estimer, avec une assez bonne précision, les émissions liées au transport des décors. Et vous allez voir qu'en fait, les situations varient très largement entre un décor qui est utilisé à Bruxelles et qui, suite à son utilisation, est stocké à Anvers. Dans ce cas-là, le transport est relativement limité, ou un décor qui est réutilisé en fait à travers différentes maisons d'opéra et qui, dans ce cas-là, va se balader sur les routes d'Europe. Ici, dans ce cas-ci, on avait un décor qui était venu de Vienne et qui, après avoir été utilisé à la Monnaie, est reparti vers Aix-en-Provence. Un autre poste, juste pour vous montrer un petit peu comment on a procédé, c'est le déplacement du public. Là, typiquement, le déplacement du public, c'est aussi un poste sur lequel les données d'activité ne sont pas connues avec précision. Dans notre cas, on avait quand même pas mal d'infos. Évidemment, on connaît le nombre de spectateurs qui viennent à chaque fois au spectacle. Dans la grande majorité d'entre eux, on connaît l'adresse en fait, de ces gens qui ont acheté un billet. Et à partir de là, on est parti sur toute une série d'hypothèses concernant bien évidemment les distances parcourues et concernant le type de mobilité qu'ils ont pris pour venir à la Monnaie. Dans le futur, en fait, une enquête mobilité, un petit questionnaire de mobilité sera à chaque fois adjoint en fait, aux emails que l'on envoie aux spectateurs. Donc ça, c'était un petit peu pour vous montrer des éléments de méthodologie. Et je vais en venir maintenant un peu à la présentation des résultats intermédiaires. Donc, ce que vous voyez ici, c'est en fait toutes les émissions, donc tout poste confondu, on a en fait tout sommé, de toutes les productions en bleu de la saison 2021-2022. En vert, ici, vous voyez la moyenne. Et j'ai repris Mozart da Ponte, qui était la production de référence lors du bilan carbone de 2020. Donc, ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est qu'il y a une grosse variabilité dans les émissions d'une production à l'autre. On a des émissions qui peuvent être relativement émettrices de ce côté-ci du graphe, comme vous pouvez voir que pour toute cette série d'émissions, par exemple, ici, il y a un facteur 2 au moins, donc qui émettent 2 fois moins de CO2, en fait, que les plus émettrices. À l'extrême, cette production ici, il y avait un facteur 4 de différence par rapport à la production la plus émettrice. Alors, une autre manière de regarder ça, je prends les mêmes résultats. Cette fois-ci, je ne sépare plus les productions, mais je sépare les différents postes que je vous ai présentés. Eh bien, vous voyez que pour l'ensemble en fait, de la saison, le plus gros poste d'émission, ça reste dans l'ensemble les décors, qui représentent à peu près 30% des émissions de CO2, suivi de près par la consommation de gaz, et donc le chauffage des bâtiments, 20%, 15% pour l'électricité. Arrive ensuite le déplacement du public, les déplacements professionnels et les techniques de plateau. Si on prend l'ensemble de ces postes, on couvre 90% des émissions. On a à peu près tout en couvrant tout ça. En fait. Alors, ça représente la vision macro. Ça ne nous donne quand même pas encore des détails, et les détails sont importants, vous allez voir. Je vais maintenant ici zoomer sur ce qui se passe au niveau des décors. Le plus gros poste, et je regarde l'ensemble en fait, des productions de la saison, et je m'aperçois à nouveau que le fait que la construction du décor soit le poste le plus émissif, ça n'est pas nécessairement une constante. Et du coup, ce n'est pas du tout une fatalité. Donc on peut voir qu'il y a d'énormes variations en fait, sur les émissions d'une production à l'autre. On peut donc concevoir des décors qui ne sont pas trop émetteurs. On voit qu'on a une énorme en fait, influence des reprises, c'est-à-dire des décors qui ont été conçus par d'autres maisons d'opéra et qui sont réutilisés. Donc, énorme influence sur les émissions. Et on voit qu'on a une énorme influence aussi sur une certaine forme de sobriété. Donc, cette production ici, celle-ci également, mais celle-ci était relativement exceptionnelle, mais celle-ci, c'est en fait une référence d'une production d'un nouveau décor, mais avec une certaine forme de sobriété, et qui est donc dans le même ordre de grandeur que des décors repris. Si j'entre un peu plus encore dans les détails, donc là on est vraiment juste au niveau des décors, et si on regarde à l'intérieur des décors quels sont les gros postes, on a à peu près 60% des émissions qui sont couvertes
par des achats de produits chimiques, donc ça c'est toutes les peintures, tous les solvants qui sont utilisés dans la construction, par des achats de métaux, c'est principalement des profilés en fait qui interviennent dans les structures, et par des achats de bois, de panneaux de bois et d'articles de bois. La bonne nouvelle, c'est que pour ces postes-là, on dispose de bons facteurs d'émission précis qu'on va pouvoir estimer à partir des quantités. Ce qui veut dire qu'on va déjà pouvoir avoir une idée des émissions dès la phase de conception et même d'imagination du décor. Donc on va pouvoir en fait comparer différentes alternatives possibles. Alors, tout ce travail, toutes ces données et tous ces résultats, pourquoi faire? En fait, pour évaluer maintenant les différentes actions qui peuvent être prises de manière à pouvoir évoluer le long de cette trajectoire d'émission. Donc ça, c'est juste une trajectoire parmi d'autres, mais la trajectoire de décarbonation qu'il va falloir suivre pour atteindre cette fameuse neutralité carbone en 2050. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces chiffres? Je vais juste vous montrer quelques éléments de réflexion en fait, sur lesquels on peut maintenant s'étendre et auxquels on peut apporter quelques réponses. Donc, par exemple, est-ce que les reprises de décors qui proviennent donc d'autres maisons d'opéra restent intéressantes malgré les émissions de tout ce transport sur les routes? Par exemple, ce décor qui est parti de Vienne, qui est arrivé à Bruxelles et qui est reparti à Aix, c'est l'équivalent de 3 poids lourds sur quelque chose comme 2000 km en Europe. Quand on construit un nouveau décor, on est à ce niveau d'émission. Quand on le réutilise dans un opéra, on est à ce niveau d'émission pour une remise à niveau. Les chiffres aujourd'hui nous disent qu'il vaut mieux le faire tourner, et sans doute même plusieurs fois, plutôt que de le reconstruire. Mais aussi, excusez-moi, est-ce que vous faites aussi des reprises, par exemple en Australie ou des trucs comme ça? Elles n'ont pas. Est-ce que ça se fait? Je ne sais pas. Ça n'était pas le cas cette saison-là, et donc on n'a pas évalué ça. Oui, on a des productions qui font de très loin. Mais on n'en a pas encore tenu compte ici, mais c'est déjà un. Mais vous avez jamais fait faire quelque part d'autre? Parce que j'ai eu cette réflexion avec une compagnie théâtrale, Pippenton, qui font beaucoup de. qui ont été travel a lot. Et c'est ça la question, est-ce qu'on va les faire là, les décors? C'est peut-être l'opéra, c'est encore plus qu'un spectacle, effectivement. La question aussi, si tu vas avec un train, un camion, un truc d'ici à Aix, je peux m'imaginer que ça c'est le cas. Mais si tu dois aller en Japon, par exemple, avec ta production, est-ce que alors le faire faire là-bas par des gens là-bas pour créer des emplois peut-être aussi là-bas? Oui. Je crois qu'il faudra l'évaluer en fait au cas par cas, mais c'est quelque chose qui peut être assez facilement évalué, d'imaginer, de transporter le décor de Bruxelles à Tokyo en avion. Enfin, je rêve, hein, mais c'est quelque chose qui peut s'évaluer tout à fait. Donc on pourrait à chaque fois le faire au cas par cas, de voir le plus intéressant. Dans ce cas-ci, ça doit parfois être fait au cas par cas également. Vous comprenez que pour un décor qui va être aussi émetteur, d'office, c'est vraiment intéressant de le faire tourner. On parle ici de le faire tourner à travers l'Europe. Si je parle de ce décor-ci qui est nettement moins émetteur, la réponse ne sera sans doute pas la même. Vous voyez ? Il ne faut pas oublier non plus, du coup, dans les émissions de ces décors, on n'oublie pas notre angle mort, qui est qu'on n'a pas pu tenir compte du transport des matières premières. Nécessairement, ça ajoute des émissions. Il faut juste le savoir. Excusez-moi. Oui. Cet angle mort que vous mentionnez, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une estimation basée sur juste la quantité de matériaux, mais juste une estimation grossière? Il faut leur donner une estimation des distances. Vous voyez, où est-ce que cet acier a été fabriqué? Où est-ce que ce bois a été cultivé? Et là, honnêtement, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'idée, donc on a décidé de le garder là. Mais évidemment, dans le futur, c'est quelque chose qui serait intéressant de faire. Alors, d'autres questions qui peuvent se poser. Alors là, à partir de là, c'est une question d'imagination. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire baisser les émissions? En fait, ici, ce que je vous ai mis, donc vous vous souvenez, le gaz, en fait, c'est le deuxième poste d'émission, ici, pour la monnaie. Donc ici, en fait, c'est l'évolution de la consommation, en fait, de gaz tout au long d'une saison. Et vous voyez bien évidemment l'effet de saison quand on arrive en hiver et qu'on revient en été.
En orange, c'est tous les jours où il y a eu à la Monnaie une représentation d'opéra. Et alors ça ne va pas vous surprendre, évidemment que la saison, en général, elle commence plutôt en septembre et elle se poursuit jusqu'à la fin juin. C'est-à-dire qu'il y a des productions qui vont avoir lieu pendant toute la saison hivernale et puis jusqu'au début du printemps, là où il fait encore froid et où on doit encore chauffer la salle. Des réflexions seraient par exemple, est-ce qu'on pourrait prolonger la saison durant le mois de juillet? Est-ce qu'on peut décaler des productions hivernales au moment où on ne doit pas chauffer la salle? Vous voyez, quelle serait l'influence en fait sur les émissions? Grâce à toutes nos données, on va pouvoir répondre au moins à ces questions. Jusque-là, on n'avait pas nécessairement de données chiffrées. Alors une autre question intéressante, et je suis sûre que Fanny va en parler, elle en parle souvent dans ses rapports, est-ce qu'il faudrait diminuer le nombre de productions pour moins émettre? Est-ce qu'on va devoir diminuer vraiment les productions? Ça va nous permettre également de répondre à cette question. Alors évidemment, si on diminue, si on fait une production en moins sur la saison et qu'on élimine du coup toutes les représentations qui sont associées, ça, évidemment, il y aura une diminution des émissions sans aucun doute. Ça va être significatif. Mais ici, on est parti d'une hypothèse où on va éliminer une production, mais on va prolonger les représentations des autres pour garantir le même nombre de spectacles. Dans cette idée-là, évidemment, dans ce cas-là, on va diminuer les émissions qui sont liées à la production d'un décor, c'est évident. On va sûrement diminuer un peu de déplacements professionnels, il y aura moins d'artistes qui vont devoir se déplacer. On va diminuer des techniques de plateau sans doute, les costumes et maquillages, des petits postes comme les accessoires. Par contre, vous voyez bien que ça n'aura aucune conséquence, par exemple, sur les émissions qui sont liées au gaz ou à l'électricité. S'il faut chauffer la salle, que ce soit pour cette production-là ou une autre, il faut chauffer la salle. Ça n'aura pas d'influence, par exemple, également sur le déplacement du public. Et donc, vous comprenez que si on est en train de supprimer une production pour laquelle le décor est vraiment très, très émetteur, ça peut faire du sens. Si on est en train de supprimer une production sur laquelle le décor est très sobre et très peu émetteur, ça en fait beaucoup moins. En tout cas, avec tous ces éléments, on peut faire des choix qui sont beaucoup plus éclairés. Je crois que c'était mon dernier slide. Première question. Quand vous parliez de reprise de décor, vous parliez de tournée, vous ne parliez pas de... je sais pas, il y aurait un décor qui se ferait à Aix-en-Provence, il joue là-bas à Aix-en-Provence, vous reprenez le décor et vous refaites une production avec d'autres acteurs, d'autres chanteurs, etc. à Bruxelles. C'est pas la circulation du décor, c'est la tournée quand vous dites reprise de décor. Oui, c'est la tournée. Il y a deux questions, il y a aussi des décors qui sont repris dans des nouvelles productions. Ça dure encore. Donc je crois que la réponse c'est tourner du décor pour la même production. Il y a un petit peu de reprise, mais c'est pour d'autres productions, mais apparemment pas beaucoup. Une autre question. Vous dites qu'il y a encore des calculs à faire pour la saison 2021-2022. Vous avez l'air d'avoir déjà toutes les données, les facteurs d'émission et tout ça. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Mais toutes les données d'activité des productions en cours. Ah, il y a encore des productions qui sont en cours. Ah oui, tout à fait. Donc la saison 2021-2022 a été calculée. C'est juste des questions quelquefois de consolidation de chiffres. Mais on a encore toute la saison 2022-2023 qui fait partie de la mission. Donc on a encore pas mal de données à accumuler. Merci beaucoup. Tout pareil qu'à l'instant, si la voix porte pas assez, ou si je parle trop vite, ou si je suis pas claire, je vous invite à vous sentir très libre de me le faire savoir. J'ai présenté ce rapport un certain nombre de fois, mais c'est la première fois que j'ai un chauffeur de salle. Donc j'apprécie et je suis un peu impressionnée, mais surtout très très contente d'intervenir après Sophie et Nadège, dont pour le travail desquels j'ai beaucoup d'admiration. Et pour la petite anecdote, je connaissais aussi Sophie, mais pas en vrai. Ça fait pas très longtemps que moi je travaille sur ces sujets-là. Je suis vraiment une bébé consultante climat à côté de Sophie qui travaille sur ça depuis longtemps. Et une des premières formations que j'animais, je me suis retrouvée avec dans les personnes qui étaient inscrites à la formation, Sophie Cornet. Je prends la liste. Voilà. Donc merci, ça m'a aidé à casser mon syndrome de l'imposteur. Alors, je vais vous faire une présentation rapide et sélective d'un rapport qui est sorti fin 2021, qui s'appelle « Décarbone dans la culture », donc qui commence à avoir déjà
à être déjà un peu obsolète et qui a été complétée par tous les travaux qui ont été faits par le secteur de la culture depuis. Je voudrais commencer par dire que c'est vraiment un travail collectif. Donc je suis la porte-parole aujourd'hui, mais je suis vraiment très très loin d'avoir écrit tout ce rapport. Et une grande partie de ce que je vais vous présenter là est le fruit notamment du travail de Samuel Valency, qui est auteur et metteur en scène et qui a travaillé sur toute la partie spectacle vivant dont je vais vous parler particulièrement aujourd'hui, puisque voilà, vu le profil des inscriptions, je me suis dit que c'était ce qui vous intéresserait le plus. Moi, je travaille pas mal avec le spectacle, mais beaucoup avec le secteur du livre. Je suis là parce que je participe demain à la Foire du Livre de Bruxelles, qui a une table ronde, enfin toute une journée de colloques sur l'éco-responsabilité dans la chaîne du livre. C'est assez nouveau. Tout à l'heure, on mentionnait l'envie de travailler en intersectoriel. Ça commence à bouger aussi côté livre, c'est plutôt bien. Pour le rapport, on a travaillé autour de 4 grands chapitres. Le spectacle vivant, l'audiovisuel, donc le cinéma, les arts visuels, toute la partie musée, galerie, arts plastiques, et le livre dont je me suis occupée, le numérique étant traité de manière transversale comme un enjeu commun à toute la culture. Il manque des pans entiers de la culture, il manque le jeu vidéo, il manque le patrimoine, il manque plein de choses. On a fait en fonction des forces en présence et une grande partie de l'équipe que vous avez vue était bénévole sur ce travail, donc on a fait avec ce qu'on a pu. La manière dont on a travaillé, je vais vous donner un exemple très concret et je vais vous montrer comment on a fait, mais on a réalisé ou compilé et rendu disponible des bilans carbone de tout type d'activités et d'acteurs culturels. Et on s'est demandé exactement ce qu'a esquissé Nadège à l'instant, sur la base de ces bilans carbone, qu'est-ce qu'on fait? Parce que faire un bilan carbone, c'est bien, mais ça ne réduit pas les émissions, ça n'a aucun impact sur nos émissions. L'idée, c'est comment on transforme ça en capacité de changer, de faire évoluer nos pratiques et nos organisations. Donc on a proposé des actions, des transformations, et on a posé une petite typologie en se disant qu'il y avait des actions qui étaient, on les a on les a intitulées, je ne trouve pas mes mots, transparentes ou positives. Transparentes, ça ne change rien à mon cœur de métier, ça va me demander très peu de temps, très peu d'argent, très peu d'énergie. Typiquement, sur mes feuilles de recrutement, sur mes fiches de poste, je vais marquer intérêt pour les enjeux énergie-climat ou intérêt pour la responsabilité sociétale, des choses comme ça. Ou je vais mettre sur mon site internet un lien vers une plateforme de covoiturage. Ça n'engage à rien, ça ne me coûte pas d'effort, ça aura assez peu d'impact. Transformation positive, je vais sans doute y mettre un peu plus de temps, d'énergie et d'argent. Je vais faire de la rénovation énergétique de mon bâtiment, des choses comme ça. Mais ça ne transforme pas mon cœur de métier. Ma programmation culturelle reste la même, que j'ai isolé mes fenêtres ou pas. Par contre, les transformations qu'on a qualifiées d'offensives et de défensives, elles vont rentrer dans le dur et commencer à modifier nos métiers d'organisateurs d'événements culturels ou de projets culturels et faire évoluer nos pratiques. Donc, offensive, ça va, je vais vous montrer des exemples tout de suite, mais je vais modifier peut-être la manière dont je fais mon travail de programmation, mon travail de direction technique, etc. Et les transformations défensives, globalement, ce sont des dimensions de renoncement. Je reviendrai dessus. Alors, je vous propose un exemple. On a fait un travail de simulation de bilan carbone sur la base d'un gros festival. On s'est dit que les événements de type festival, il y en a dans tous les secteurs de la culture. Là, on est parti sur un gros festival musiques actuelles. Donc, en France, on pourrait dire que c'est l'équivalent d'un Vieille Charrue, Hellfest. Chez vous, peut-être un Tomorrowland, des choses comme ça. Donc, gros festival, en dehors d'une zone urbaine. On est dans les champs, on a des groupes électrogènes, on n'est pas exactement desservi par les transports en commun, et on a beaucoup de monde sur 3, 4, 5 jours. 280, 300 000 personnes. Vous voyez que le bilan carbone, donc on est autour de 16 000 tonnes, avec, on va retrouver des choses qu'on vient d'évoquer, mais beaucoup de transports. Transport de festivaliers, des équipes artistiques, des œuvres et de la logistique. Et donc tout ça, les 4 postes de transport représentant à peu près les 3/4 des émissions. Et on a ensuite l'alimentation qui fait presque le quart qui reste. Donc vous voyez qu'en fait, des pratiques qui sont essentiellement liées aux spectateurs, comment ils viennent et ce qu'ils mangent, vont faire le plus gros des impacts. Sur la base, alors 16 000 tonnes, juste un petit point, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est difficile à dire quand on ne fait pas du bilan carbone tous les jours. Est-ce que vous avez une idée de vos émissions moyennes d'hommes et de femmes belges, ou français s'il y en a, par an? 2. D'accord. Alors 42 parce que Quentin prend son hélicoptère tous les matins.
Donc la moyenne en France et en Belgique est assez similaire. Hein. On est autour de 10, entre 8, 9 et 12 tonnes. Je crois que vous êtes légèrement au-dessus de la moyenne française, je suis désolée de vous le dire, ce qui veut dire que l'effort sera plus grand pour vous. Donc ici, on est sur les émissions de 1600 personnes, 1600 Français, on va dire, pendant 1 an. Voilà. Donc on va dire une moyenne à 10 tonnes pour simplifier, avec des possibilités que chaque personne, évidemment, hein, ait un bilan différent. Et donc, tout le monde a bien en tête le fait qu'en 2050, on doit arriver à 2 tonnes. D'accord ? On doit diviser par 5 nos émissions. C'est ce à quoi on a joué avec notre bilan carbone. On s'est dit, OK, notre festival fait 1600 tonnes d'émissions. Comment on lui applique un régime express pour arriver au moins 80% qu'on a évoqué ? On a commencé par nos mesures transparentes, indolores. On passe sur du végétarien, on passe sur du groupe électrogène, on passe du groupe électrogène à un raccordement à une électricité réseau décarbonée. On travaille sur le covoiturage et on s'approvisionne en boissons locales plutôt qu'en grosses bières qui viennent de loin. Donc, des mesures qui ne touchent pas à l'expérience du spectateur d'un point de vue artistique. D'accord ? J'ai le même plateau, la même programmation, la même jauge, etc. En appliquant ça sur un festival qui, à la base, n'avait fait aucun effort spécifique, on estime qu'on gagne déjà 20% d'émissions. 20%, dans la mesure où on est sur un rythme autour de 5% par an, ça nous donne déjà 3 à 4 ans pour mettre ça en place et on est dans la bonne trajectoire. Mais on est encore loin du facteur 5. Donc, on attaque sur des mesures un peu plus offensives où on se dit peut-être qu'il va falloir travailler sur le site du festival. Peut-être que rester avec 200 000, 300 000, 400 000 personnes dans un champ sans transport en commun, en fait, on n'arrivera pas à décarboner la mobilité des spectateurs. Donc, il va peut-être falloir réfléchir à mon implantation sur des secteurs ou sur des lieux où une mobilité décarbonée sera possible. On va travailler à encourager activement les festivaliers à venir autrement, en transport en commun, mais aussi en mobilité active, y compris les artistes. On va renoncer à l'avion, on va renoncer au bus tour et mettre tout le monde dans des trains. Et on va mutualiser tout ce qu'on peut mutualiser. Donc à la fois la programmation, et on va renoncer aux clauses d'exclusivité, la technique, la scéno, les approvisionnements, etc. Tout ce qu'on peut, on va travailler avec les autres acteurs du territoire pour faire circuler. On vient de voir à l'instant l'exemple des décors d'opéra et le gain qu'il peut y avoir à mutualiser. Donc on applique ça drastiquement partout. Et vous voyez que là, on touche au cœur de métier. Le technicien ne fait plus le même métier quand il doit aller trouver tout son parc informatique, enfin tout son parc technique, auprès des collègues, en réfléchissant bien, qui utilisent quoi, quand, etc. Idem pour la programmation. On va demander à tout le monde de travailler à l'éco-conception des œuvres, donc des œuvres, des concerts, les décors, le nombre de personnes qui circulent, les besoins techniques, les besoins vidéo, etc. Et puis on va travailler à relocaliser le plus possible nos achats. Vous voyez que là, on est dans le dur. Ouais. Vous parlez de la production des œuvres. Sur les graphiques que vous avez montrés, il y avait la logistique, les transports, l'alimentation. Sur le premier là. La ouais. production, elle a commencé où? C'est une bonne question. Je pense qu'effectivement, elle n'y est pas. On a le transport, mais on n'a pas la partie production. Donc c'est une bonne question. Je vous enverrai le tableau Excel de base. Et je veux bien que... Alors quand il y a une erreur, c'est le travail de Samuel. Et j'en profite juste, l'exemple du festival là, c'est pour combien de personnes sur le festival? En spectateurs, c'est 280-300 000 personnes. Voilà. C'est vraiment calibré. Alors, c'est pas un festival qui existe. On a fait en fait des entretiens avec plusieurs festivals, en mode vous avez combien de semi-remorques, vous avez combien de trucs. On a fait une espèce un festival qui n'existe pas, quoi. Si, du coup, vous voyez que là, on change les manières de faire. Et par contre, on a un gain qui est vraiment significatif. On est à une réduction de 50% du bilan carbone. Et encore une fois, si on se dit qu'on est sur une stratégie autour de moins 5% par an, ça nous laisse à la louche une dizaine d'années pour arriver là. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on demande de faire l'année prochaine ou qu'on préconise de faire l'année prochaine. C'est une projection dans le futur, mais ça permet de se rendre compte de l'ordre de grandeur des efforts à fournir. On ne va pas exactement y arriver avec les éco-cups. Et ceci dit, moins 50%, c'est énorme, mais ce n'est pas moins 80%. On n'est pas encore à l'objectif de la neutralité carbone en 2050. Donc il faut encore trouver d'autres leviers de décarbonation. Et là-dessus, ce qu'on est allé questionner, c'est les jauges. Et la tentation permanente, et je vous ai fait grâce du monde d'après, et des jauges de 2022 et de 2023 qui sont terrifiantes.
Je ne sais pas si vous avez vu le Hellfest, ils sont à 400 000 cette année. On a ça partout, sur des festivals anciens. Donc, le Hellfest qui est passé, je crois, entre 300 et 400 000, mais y compris sur des festivals récents, engagés, conscients, etc. C'est quelque chose dans lequel on est tous pris. L'idée n'est pas de jeter la pierre, hein, mais on est dans une industrie ou on est dans un secteur qui valorise le toujours plus gros, toujours la plus grosse jauge, toujours la plus grosse opération, la plus grosse tournée, le plus gros plateau, etc. Je suis assez sûre que vous connaissez ça. Et du coup, la proposition qui a été chiffrée là, c'est de dire je prends mon gros festival de 300 000 personnes et j'en fais 10 festivals de 30 000 personnes. Et en faisant ça, je m'assure, j'ai la même qualité artistique, j'ai la même proposition artistique, j'ai le même public, mais ils n'ont pas besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour venir écouter la personne qu'ils sont venus écouter sur scène. Et comme c'est là que se fait l'impact, je peux arriver à 65%. Ça te fait réagir? Alors, le Shift Project, on ne réfléchit pas en euros, on réfléchit uniquement en flux physique, ce qui est un choix. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup en euros, ce qui est un choix aussi, mais nous, on est parti simplement de réflexion de flux physique, de déplacement, de kilomètres, de tonnes, de litres, etc. On n'a pas chiffré ces mesures. Oui, mais j'imagine que par exemple, Tomorrowland, en ayant le dossier Grand-Doge, ils pensent aussi le budget. Alors, je ne connais pas la situation belge, mais je serais quand même étonnée qu'elle ne soit pas similaire à la française. Ce qu'on observe aujourd'hui en France, c'est que le modèle économique des gros festivals, il est obsolète. C'est-à-dire que des festivals qui font 100% de remplissage ne sont pas à l'équilibre financier. Donc en fait, avec l'inflation à la fois des coûts de production et des coûts des cachets, on n'arrive plus à trouver de modèle économique pour ces très gros festivals. En tout cas, en France, c'est vraiment, ça pose vraiment une question économique très forte en ce moment. Le dernier cas, tu prends l'hypothèse du premier cas. À chaque fois, on additionne tout. On a fait tous les efforts précédents. Et là, on a mis 10 ans pour faire ça. Et là, on se dit, ça ne suffit pas, mais on l'a bien préparé depuis 10 ans. On va se transformer en 10 petits festivals. Bien sûr. Si c'est 10 festivals et on réutilise les mêmes décors pour les shows, ça c'est tous les, pour les 10 festivals. On fait 10 fois la même chose. 10 fois la partout en France. Les coûts pour les coûts pour des artistes et tout ça, et les cachets et tout ça, compris. Et on va... Non, ça... On n'a pas de modèle économique. Non. On n'a pas de modèle économique. Mais ceci dit, le modèle économique aujourd'hui ne marche plus. Le modèle économique, c'est celui qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, en fait. On revient à quelque chose qui existait, un écosystème de plein de plus petits événements. Faire des petits événements de 28 000 personnes, on l'a fait... Enfin, c'est l'idée. Alors, je vous propose qu'on fasse toutes les réactions un petit peu après. On laisse Fanny dérouler son propos et on ira... Non, mais je suis très très contente que ça vous fasse réagir et on va essayer d'ouvrir la discussion là-dessus. Et en fait, c'est un peu fait pour ça. Juste, je vous propose à nouveau des choses qui viennent du rapport pour peut-être vous donner envie d'aller aussi le lire. C'est un rapport qui fait 200 pages, vous avez beaucoup d'études de cas, donc vous trouverez des choses... Je fais un peu de provoque aussi aujourd'hui avec un cas un peu extrême, mais vous trouverez de la matière. On s'est demandé quand même quelle stratégie pouvait être commune à tous les secteurs, quel que soit l'endroit où on en est, et avoir aussi une petite typologie de genres d'actions avec lesquelles vous pouvez repartir chez vous. Donc la première chose, on l'a évoqué à la fois Nadège et Sophie et moi à l'instant, on peut travailler à l'éco-conception des œuvres et des projets. Et l'éco-conception, ça va vraiment au-delà de l'éco-conception d'un décor. J'ai beaucoup aimé la slide qui disait 80% des impacts qui se font dans la phase de conception. Ça me parle énormément. Éco-concevoir un projet, c'est dès le début se demander d'où vont venir les artistes, quelle est la durée de vie du projet, quelle est sa fin de vie, quel est son périmètre de circulation, son territoire, son public, etc. C'est valable pour un spectacle, c'est valable pour un livre, on peut éco-concevoir un livre, c'est valable pour une exposition, etc. Donc ça, c'est vraiment une logique dans laquelle il faut qu'on arrive collectivement à rentrer. Aujourd'hui, on n'est pas outillé pour ça, hein, on ne sait pas le faire, souvent on n'est pas formé, etc. Il y a un enjeu de relocalisation. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire, moi je viens de la Bretagne, je ne suis pas en train de dire que je veux des artistes bretons pour le spectateur breton. Ce n'est pas du tout mon projet de vie culturelle. Par contre, il y a un certain nombre de matières premières, de fournisseurs, etc., sur lesquels on peut travailler beaucoup plus localement. Toute l'alimentation, typiquement, mais parfois aussi, pourquoi pas, hein, la construction, le décor, etc. J'ai beaucoup aimé l'exemple de la cantine de la Monnaie, qui est vraiment une belle illustration de ça, avec un gain en qualité au passage. Et ensuite,
on propose dans les leviers d'action le ralentissement. Alors, je ne sais pas si vous partagez ce constat, mais personnellement, j'ai assez souvent l'impression d'être un hamster dans sa roue, même aujourd'hui en travaillant sur les enjeux de durabilité, et je suis assez convaincue que le ralentissement aura aussi des impacts bénéfiques en termes de bien-être au travail et de santé mentale et de joie de vivre, ce qui est quand même un peu important. Corrélé à ça, j'ai mentionné la question des jauges, mais c'est des choses qu'on retrouve dans tous les secteurs. Moi, je travaille dans le livre. En France, on publie un nouveau livre toutes les 8 minutes, tous les jours, toute l'année. Voilà. Donc là, depuis qu'on se parle, en France, on a déjà sorti au moins 5 ou 6 livres. Et on jette 160 000 livres neufs qu'on détruit tous les jours. Je ne sais pas en Belgique comment vous faites. En France. Donc il y a quand même cette course à l'échalote, là, cette espèce de course à l'armement, et je crois que le secteur culturel n'est pas épargné par cette fuite en avant du toujours plus et toujours plus grand. Et la dernière dynamique ou la dernière réflexion qu'on vous propose, c'est le renoncement. Alors c'est un gros mot qui fait peur, mais en réalité des renoncements, on en fait tous les jours pour des raisons économiques. J'aimerais bien tel décor, mais non, ça va coûter trop cher, ou bien technique. Non, c'est pas possible. Ton truc, c'est techniquement pas possible. Donc, on a l'habitude de faire des arbitrages et de se dire non, ça, on y renonce. Simplement, on ne le fait pas pour des raisons écologiques. Donc, ce qu'on pose et ce qu'on propose dans ce rapport, c'est de dire il va falloir renoncer à des pratiques qui sont peut-être économiquement et techniquement possibles, mais qui ne nous paraissent pas soutenables d'un point de vue écologique. Typiquement, ça pourrait être l'utilisation de la réalité virtuelle dans le spectacle vivant. Le ministère de la Culture français a, l'an dernier, déployé 10 millions d'euros pour encourager au développement de la réalité augmentée et virtuelle dans le spectacle vivant. Et 10 millions d'euros pour le verdissement en même temps de la culture. Il y avait 2 projets en même temps. Dans le livre, ça pourrait être renoncer au livre avec des piles, des trucs où on clique, ça fait du bruit, etc. On ne sait pas le fabriquer en France, on ne sait pas le recycler. Donc il y a des endroits où peut-être il va falloir se dire ok, ça fait des paillettes, ça a l'air super cool, mais en réalité, le service culturel rendu derrière et peut-être pas suffisant pour justifier l'impact écologique. C'est un gros mot, hein, on en a conscience. Dans le renoncement, on met le renoncement aux clauses d'exclusivité, par exemple, qui était un gros tabou quand on a sorti le rapport. Et l'an dernier, cette année, au Biennale international du spectacle à Nantes, il y a eu une table ronde entre producteurs et festivals sur « faut-il renoncer aux clauses d'exclusivité ?» Donc le simple fait parfois de poser les sujets sur la table, ça permet aussi petit à petit de faire avancer l'acceptabilité. Alors j'avance, ça va au niveau du timing J'avance sur des choses qui ne sont pas dans le rapport et qui sont plus mon cheminement un peu personnel depuis ce rapport et comment je le remets aujourd'hui un peu en forme. Il y a une partie qui va consister à se demander comment on transforme nos manières de faire, nos modes de production. C'est exactement tout ce qu'on vient de voir à la Monnaie, c'est vraiment comment on réfléchit sur les décors, le gaz, les spectateurs, la communication, etc. Au quotidien, comment je produis. Mais plus largement, on n'y arrivera pas si on n'arrive pas à transformer le système de production. La Monnaie n'y arrivera pas toute seule. Malgré tout ce qui est fait depuis 20 ans, on est pris dans un système qui ne permet pas cette décarbonation. Donc collectivement, on a besoin de s'organiser, de coopérer, de se fédérer, et Even Change l'a bien mentionné tout à l'heure, pour arriver à faire ralentir le système. On pose pour ça deux principes fondamentaux sur lesquels on n'y arrivera pas. Bon, c'est maintenant des évidences, ça l'était un peu moins il y a 2 ans, mais on n'y arrivera pas sans former les acteurs. Dans la salle, qui est-ce qui a été formé aux enjeux environnementaux pour la culture ? Ah ouais, en Belgique, il y a encore la marge de progression. Est-ce que vous avez reçu une formation sur ces enjeux environnementaux appliqués à votre métier ? Un peu, ouais, quand même. Ok. Bon, on voit qu'il y a encore moyen d'aller plus loin, et surtout, on voit qu'on n'a pas du tout intégré ça, en tout cas en France, dans les formations initiales. Et du coup, on manque quand même assez cruellement de compétences, et il va falloir mettre un peu le paquet sur la formation initiale et continue. Et puis, on va avoir besoin de politiques publiques. Ça ne peut pas reposer uniquement sur les engagements individuels des structures. Je vous le disais, c'est des questions systémiques, c'est des questions globales, donc on a besoin qu'elles soient portées politiquement. J'en viens à ma dernière partie, et on va la mettre en débat. On se projette en 2050 avec cet horizon de viser la neutralité carbone. Donc la neutralité carbone, c'est clair pour tout le monde, c'est ce moment où on espère que nos émissions mondiales auront tellement réduit que les écosystèmes,
donc le sol, les plantes, etc., seront capables de les capter, et donc on arrêtera d'augmenter la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est ce à quoi se sont engagés les pays à travers les accords de Paris, et c'est la feuille de route qu'a signée la France avec la stratégie nationale bas carbone, etc. Donc l'horizon, c'est moins 80%. C'est ce travail-là qu'on a fait, de se demander comment on y arrive. Un outil qui peut être intéressant, que je vous mentionne, tout à l'heure Nadège disait que l'ADEME fournit des facteurs d'émission quand on fait des bilans carbone, mais ils ne fournissent pas que des approches extrêmement techniques. Ils ont aussi travaillé sur des scénarios et se sont demandé comment on pourrait arriver, quels sont les chemins possibles pour arriver à cette neutralité. Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul chemin, il y en a plein qui vont être très différents. Ça peut être de se dire, on va faire de la frugalité, vraiment, on va arrêter de faire des spectacles l'hiver parce qu'il n'y aura plus de gaz ou qu'on ne l'utilisera plus, mais ça peut être aussi de la coopération. On va avoir un seul bâtiment qui va accueillir tous les spectacles pendant l'hiver. Ça pourrait être de la technologie verte, on va trouver du gaz vert. Et puis, le dernier scénario que propose l'ADEME, il l'appelle le pari réparateur. On continue tout comme ça, mais on va trouver un truc magique et on va réparer les écosystèmes et ça va bien se passer. Quand on le lit, on doute un peu. Je ne suis pas sûre qu'ils étaient complètement convaincus en l'écrivant. Et le premier, d'ailleurs, de la frugalité qui va assez loin, il pointe aussi les questions d'acceptabilité et du fait que ce soit vraiment soutenable. Donc c'est intéressant parce qu'ils sont allés documenter ce que ça voudrait dire en termes de transformation sociale, en termes économiques, en termes d'emploi, en termes d'inégalité sociale, d'inégalité des territoires, de mode de vie. Je vous invite vraiment à aller voir si ça vous intéresse. Ils ont fait des histoires, des petits podcasts qui se passent dans chacun des scénarios, etc. C'est très très riche. Tout est disponible sur leur site. Ça s'appelle Transition avec un S 2050. Mais tout ça s'inscrit dans cet objectif de moins 80% d'émissions. Et en gros, pour la culture, alors il n'y a pas d'exception culturelle. On va évacuer ça tout de suite. Si on doit réduire nos émissions, on pourrait dire qu'il y a deux chemins possibles. Et ça a été aussi évoqué tout à l'heure. Est-ce que je fais 80% de culture en moins, ou est-ce que je fais une culture 80% moins carbonée? Mathématiquement, c'est les deux seuls chemins possibles. Et la réalité sera peut-être quelque part entre les deux. Et plus on décarbone, moins on aura besoin de réduire. En tout cas, en termes de nombre d'événements. Pareil, si le nombre d'acteurs. Est-ce que je veux 80% moins de maisons d'opéra, de maisons de culture, de maisons d'édition, etc. Ou est-ce que chacune de ces maisons réduit suffisamment ses émissions pour continuer son activité? Ça va, normalement, là, vous êtes tous terrifiés. Ce pourquoi je vous ai montré ces petits scénarios de l'ADEME, c'est pour dire que là, le travail qu'on a fait, ce choix qu'on a de dire, ben voilà, on éco-conçoit, on mutualise et puis on divise en 10 festivals, c'est pas du tout un choix technique. C'est un choix politique ou culturel. C'est un choix de programmation. Mais le même festival, vu que les émissions, c'est le transport, il peut y avoir plein de manières différentes de le décarboner. Je pourrais dire, on fait tous les festivals dans le centre de Bruxelles. Il y a des transports en commun, on n'aura plus de problème de transport des festivaliers, on arrête tous les trucs en dehors de Bruxelles, on fait tout à Bruxelles. Ou bien, je pourrais dire, ça a été évoqué un peu tout à l'heure, on fait 100% digital. Plus de problème de transport, plus de problème d'alimentation, c'est réglé, on fait tous les festivals en digital. Ou bien, je reste dans un champ, mais je m'arrange, c'est 100%, pour venir, vous devez être en Tesla. Voiture électrique, pas d'émissions de CO2, je veux un public de voitures électriques. Ou bien, mon festival ne change rien, mais on supprime 8 festivals sur 10, mais pas le mien. Ou bien, je fais une édition tous les 8 ans. Je suis dans les ordres de grandeur. Tout ça, c'est possible. Techniquement, on arrive à moins 80%. Mais ce n'est pas exactement le même projet culturel, artistique et social. Donc, ce que j'essaye de vous dire là, c'est que décarboner la culture, c'est à la fois, bien sûr, ça va passer par des questions techniques, et c'est extrêmement précieux, tout le travail qui a été fait. Je fais du bilan carbone, donc je ne suis pas en train de vous dire que le bilan carbone, c'est nul, mais le bilan carbone, ça a été bien dit d'ailleurs par Nadège, c'est une boussole, mais cette boussole-là, il va quand même falloir dire où est-ce que vous voulez atterrir, quoi. Donc là, pour ça, on a quand même besoin de définir à quoi contribue la culture dans le monde de demain. C'est quoi sa place, c'est quoi sa fonction, c'est quoi son rôle, et en gros, c'est quoi nos missions culturelles dans un monde post-pétrole. Ça, ce n'est pas une question technique. Ce n'est pas aux responsables ou aux consultants bilan carbone de définir votre politique d'établissement, votre projet culturel, votre projet artistique. C'est vraiment des questions sociales, politiques et culturelles. Et ça tombe bien parce que normalement, c'est notre cœur de métier. On sait faire normalement.
Ce qui me fait dire que tout à l'heure, je vous disais, on a besoin de modifier nos modes de production et notre système de production. Et en fait, au-delà de ça, on a aussi besoin de, plus globalement et en société, hein, de modifier nos représentations culturelles. Culturelles au sens très large. Qu'est-ce qui pour nous représente le succès, ou le bonheur, ou la réussite, ou le confort? Quel est notre rapport au temps? Quel est notre rapport à l'argent, à l'espace, etc. Tout ça, ça va être complètement traversé, percuté, etc. par les changements. Alors, soit qui vont nous être imposés, par le fait que l'énergie soit moins abondante, plus chère, etc., soit qu'on va choisir. Mais on ne le fera pas en continuant à penser que le bonheur, c'est de pouvoir partir un week-end à Barcelone en avion. Et je jette la pierre à personne, j'ai vécu 5 ans en Asie, donc en termes de bilan carbone, je suis plutôt en phase de résomption. Hein. Ça va, pardon, vous me suivez jusque-là? Vous n'êtes pas trop épuisé? J'ai fini quasiment. Je voulais juste vous dire qu'on a parlé que de bilan carbone depuis tout à l'heure, que c'est très important évidemment le réchauffement climatique et le fait d'arriver à la neutralité carbone, mais que ça s'inscrit dans un contexte écologique qui est malheureusement beaucoup plus large et qu'il va falloir faire en même temps face à la crise de la biodiversité, à la crise de la ressource en eau, c'est un tout petit peu d'actualité en France en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi, et aux questions de pollution au sens large. Et il y a des solutions où il y a des actions qui vont être bénéfiques d'un point de vue climat, qui le seront moins d'un point de vue pollution. Typiquement, faire circuler davantage les décors en traversant l'Europe en camion, d'un point de vue des émissions, c'est peut-être un peu marginal, d'un point de vue pollution de l'air, c'est pas forcément génial, aujourd'hui avec les camions qui existent. Donc en fait, on a parfois aussi des arbitrages où toutes les solutions sont mauvaises. Et donc, est-ce qu'on choisit le moins pire? Est-ce qu'on renonce? Est-ce qu'on fait autrement? Est-ce qu'on ne fait pas? Les choses ne sont pas évidentes. Et, oui. Parce que le bilan carbone ne prend pas quand même déjà en compte une partie des pollutions, on transforme quand même les particules fines en tonnes d'équivalent CO2, c'est la même chose? Non. Pas du tout? Non. Le bilan carbone ne prend en compte que le carbone. Sinon, il faut faire une analyse de cycle de vie. Enfin, je parle sous l'autorité aussi de Nadège, que je ne vois plus, mais... Que les gaz à effet de serre. Oui, bien sûr, pardon. Que les gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment la contribution au réchauffement climatique. Une autre chose, c'est que depuis tout à l'heure, on a essentiellement parlé de comment on atténue nos impacts. Ce qui est une question essentielle, comment on essaye de limiter notre emprise sur le vivant et sur la planète. Mais c'est aussi qu'une petite partie de la question. On commence à se demander aussi comment on va s'adapter aux nouvelles conditions écologiques. Comment on continue à faire des festivals quand il fait 40 degrés l'été, qu'il n'y a pas d'eau, et qu'en France, en tout cas l'été dernier, on a eu aussi les intempéries, les inondations, etc. Vous avez de plus en plus, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais par exemple en France, les bibliothèques préparent des plans canicules, en se disant, bon, ok, on a bien compris maintenant, la canicule, ça commence fin mai et ça finit fin septembre. Qu'est-ce qu'on fait dans des bâtiments où il peut faire facilement 35-40 degrés à l'intérieur? Comment on décale nos horaires d'ouverture? Comment on ferme? Comment on rassemble dans plusieurs bâtiments, etc. Donc on a ces chantiers-là qui sont le deuxième étage de la fusée. On commence à peine à travailler sur comment on atténue nos impacts, et on est un petit peu à la bourre quand même. Il va falloir en même temps se demander comment on s'adapte à ce nouveau régime. Et puis l'étape d'après, c'est comment on contribue à restaurer l'habitabilité de la planète, comment on va collectivement s'organiser pour restaurer les écosystèmes, désartificialiser, dépolluer, restaurer la biodiversité, restaurer la vie sauvage, etc. Donc on a un peu de pain sur la planche. La bonne nouvelle, en tout cas personnellement, si je dois finir avec 2 messages peut-être pour finir, c'est que c'est des chantiers qui sont vraiment passionnants et qui pour moi sont complètement dans le cœur de ce qui fait les métiers de la culture. Parce que tout ça, c'est des questions de culture, c'est des questions de comment on habite ensemble, comment on travaille ensemble et comment on construit une société ensemble. Et c'est extrêmement intéressant et finalement assez réjouissant de travailler sur ces questions-là. Et peut-être une petite boutade pour finir, mais il y avait de la culture avant les énergies fossiles. Donc c'est possible, on l'a déjà fait et on va y arriver. Ouais, je crois que j'ai fini. Merci. Et on a une première question à droite. Non, on a 4 questions là-bas, ça va pas. Ah, voilà. Willy, et là-bas. On prend 2 questions à la fois, comme ça. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Sur la mutualisation des coûts sur les festivals, par exemple, je sais qu'en Amérique latine et du Nord, il y a pas mal de festivals qui sont itinérants, avec les mêmes artistes qui circulent de pays en pays.
Est-ce que vous pensez que ça existe déjà en Europe? Est-ce que vous avez déjà eu des exemples de ça qui se passe en Europe Alors, à l'échelle européenne, j'ai pas d'exemple. J'ai un exemple d'artistes qui ont tourné en vélo cet été en Bretagne, une compagnie de cirque qui a renoncé aux chapiteaux tirés par des semi-remorques pour partir à vélo, avec 40 bénévoles qui les ont accompagnés, chacun portant 30 kilos sur son vélo. Et la compagnie Galapia, allez voir, ils ont fait un petit film de ça, et ils disent que c'est leur expérience professionnelle la plus forte, que c'est ce qu'ils ont fait de plus marquant. Vous avez un orchestre qui a fait ça à vélo l'an dernier, c'est les Forces Vives, qui ont fait en plus Grenoble-Genève. Genre à plat, ça suffit pas, ils l'ont fait dans la montagne. Et pareil, qui disent que ça a été une expérience incroyable, notamment du point de vue de la rencontre avec les publics, que ça a renouvelé le plaisir qu'ils ont trouvé à la rencontre avec les publics. Après, à l'échelle européenne, j'en ai pas en tête, mais il y a beaucoup de musiciens ou d'artistes qui refusent de prendre l'avion maintenant. Donc ça commence à être des casse-têtes pour les programmateurs aussi, de se dire, ok, donc il veut venir en train de Bucarest, donc il me faut 2 jours pour le transporter. Voilà. Juste, il y a un réseau en Belgique qui s'appelle le réseau Armodo. Ah, c'est en Belgique? Je pensais que c'était français. C'est entre les deux, okay. Hein. C'est belgo-français. Donc je veux dire que c'est grâce à la France que c'est arrivé en Belgique, mais maintenant ça se développe de plus en plus en Belgique, et je ne sais pas si Isabelle est là. Est-ce que vous pouvez répéter ce qui est dit parce que Bien sûr, avec grand plaisir. Ouais. Donc il y a un réseau Armodo, tu peux te lever. Il y a un réseau, donc Armodo, qui est franco-belge, et en Belgique ça se développe de plus en plus, et on a cet été toute une tournée qui va se faire. C'est vraiment les arts de la rue, art du cirque, en mode doux. Et donc en Belgique, là, ils vont faire tout le mois de juillet une tournée, je veux dire, zéro carbone, quoi, avec roulotte, électricité également, solaire et autres. Et il y a maintenant aussi, via par exemple le Brass à Saint-Gilles, soutient toute une tournée Zéro Carbone Records de 2 artistes qui, au mois de juin, là, vont faire 15 jours en Wallonie, Flandre. Ils passent également aux Pays-Bas, enfin, ils font tout un tour itinérant, à vélo uniquement, avec leur matériel, et vraiment, mais zéro électricité, c'est-à-dire que c'est acoustique. Sur place, alors après, on se pose des questions quand même directement. Et ils le font aussi au mois de juin pour avoir la lumière diurne. Et il y a plein de petites initiatives comme ça qui germent. Alors, je pense que la France y est pour beaucoup, et donc a lancé quand même aussi des initiatives transfrontalières. Mais voilà, et c'est des choses qui vont arriver dans les prochains mois. Il y a une table ronde au Brass là-dessus. Il y a ce réseau Armodo là cet été. Sur les questions, ça me fait penser, merci. Sur la mutualisation, il y a une initiative en ce moment, à l'initiative de Samuel, le chef de projet sur ce rapport, qui essaye de mettre en contact les compagnies qui vont aller en Avignon, donc au Festival d'Avignon en juillet, pour que toutes celles qui sont sur la ligne entre Lille, Paris, Lyon et Avignon mettent leur décor dans un train commun. Et donc il y a une négociation avec la SNCF pour faire un train des décors qui amènerait tout ça à Avignon, et un retour pour éviter tous les poids lourds qui font ce trajet-là. Donc ça, c'est une expérimentation qui devrait normalement avoir lieu cet été. C'est le grand avantage des professionnels du secteur de la culture, c'est qu'ils sont très flexibles par rapport à l'industrie lourde, où on ne peut pas dire que c'est exactement la même chose. Question là-bas. Un tout grand merci pour toutes ces présentations. Moi, j'ai plutôt une réflexion plus qu'une question. Je siège en fait dans des commissions pour l'instant de subventionnement de la culture, et actuellement l'ensemble du secteur culturel est en train de se faire évaluer, et est en train de les subventions sont en train de se décider, en tout cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour les 5 prochaines années. Dans les critères d'évaluation, il n'y a pas une ligne du tout qui est pointée sur les politiques durables. Les questions de mutualisation font partie, par exemple, des critères, mais elles sont envisagées d'un point de vue plutôt économique. Et je pense que ça change tout, en fait, si on demande à des opérateurs, des opératrices de faire une note d'intention de mutualisation, si c'est pour des objectifs économiques ou des objectifs de développement durable. Et quand vous dites, évidemment, il y a plein d'initiatives qui sont prises à un niveau personnel, mais on sait que le nerf de la guerre dans la culture, c'est le financier. Toutes les structures ont vraiment du mal à survivre. Dès lors, je pense que au niveau politique, ça me paraît être le top du top, en fait, de lobby qu'il faudrait faire. Parce que si le politique met dans ses critères d'évaluation de subventionnement réellement et concrètement des critères liés à toutes ces questions-là,
je pense que ça va forcer tous les opérateurs et les opératrices à plier parce que si le subventionnement est conditionné à ça, ça fera bouger les choses. Sinon, c'est... Voilà, j'ai beaucoup de doutes. Bah, nous on le met dans les deux préalables, hein, sans formation et sans politique publique, on n'y arrivera pas. Ceci dit, les donneurs d'ordre de politique sont souvent dans une injonction contradictoire à dire faites mieux, mais on va baisser les financements, donc tous les coûts supplémentaires ne seront pas pris en charge, et par ailleurs faites plus. Il y a quand même, en France en tout cas, une grande partie de l'évaluation des projets culturels se fait sur la progression des jauges, la progression du nombre d'événements, du nombre d'activités de médiation, etc. Donc il y a aussi une double injonction côté politique qu'il va falloir réussir à déconstruire. Là-dessus, vous pouvez regarder un peu quelqu'un avec qui je travaille qui s'appelle Cyril Delphos, qui travaille sur le rôle des politiques publiques de la culture dans ces questions de transition et qui a un peu d'outils méthodologiques et qui peuvent être intéressants. On l'invitera pour une bière à Bruxelles. Et puis il est très fort en bière. On a une petite surprise pour votre question là. Une autre question. Mais aussi pour... non, tu as déjà pris la parole, alors on propose à des gens qui n'ont pas encore pris la parole. Là et là. 2 questions, Jérémy, et puis après madame. Moi, je voudrais savoir, concrètement, un des plus gros problèmes, c'est l'un des très gros festivals, de ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on dit à un très gros organisateur de festival pour le convaincre si on fait le parallèle, finalement, c'est comme une grande entreprise. Les Charrues, c'est une grande entreprise. Bien sûr. Le volume d'argent amassé, etc. Est-ce que vous entendez ou pas? Je vais vas-y. Alors, je peux retourner. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on dit à un grand organisateur de festival, puisque le problème, ça a l'air d'être plutôt quand même les grands festivals. Qu'est-ce qu'on lui dit pour le convaincre d'engager toutes ces actions-là? Si on fait le parallèle avec ce qui se fait dans des grandes entreprises, c'est soit le risque de l'entreprise de plus être là dans 3 ans, le festival a peut-être un peu moins ce risque. Enfin, c'est quoi les arguments du coup premiers qui vont convaincre le grand festival? On garde la question des arguments et on prend une deuxième question. Vous voulez répondre avec C'est bon. I will speak in English because my French is not so For sure. I have a question for the team of La Monnaie. It's about, like, the conclusion you make is, okay, one solution could be like doing less productions and touring more with the same production, or like reprogramming reprogramming the same thing, but it's quite in contradiction with how we organize financially the sector. There is a tax shelter, which is actually like a thing that forces big organizations that have the most impact to produce every time again, like new productions, to make new productions. Otherwise, they can't get funding from the tax shelter. And it has been shown that the big organizations really are more and more they have to more and more rely on this kind of thing. So I was wondering, how can you convince big organizations to let's reprogram your concerts or your productions and not make new ones, so you can because they will lose a lot of money if they cannot do tax shelter. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire le pont entre la proposition de votre conclusion, qui est celle de peut-être changer la programmation, de peut-être faire moins d'œuvres, et les incentives dans le secteur financier, notamment par rapport à la question de la taxation qu'on arrive à gagner en essayant de faire toujours plus. C'est un petit peu cette question de conflit. Et comment est-ce qu'on peut essayer d'aller convaincre quelqu'un, un acteur institutionnel par exemple, pour parler de ces sujets-là? Vous voulez prendre la question ou vas-y, ouais. Juste une partie de la réponse. Une partie de la réponse. Voilà, je voulais dire qu'en fait, ce n'était pas ma conclusion. Ma conclusion était qu'à travers les chiffres que l'on pouvait retirer de cet exercice, on pouvait trouver finalement des arguments qui permettent d'argumenter dans ce sens. En fait, on a finalement des chiffres sur la table qui permettent de donner des données factuelles, je veux dire. Voilà. Mais ce n'était pas nécessairement la conclusion, c'était juste de quoi argumenter. Maintenant, je n'ai pas la réponse au reste. Comment les convaincre? Ça, effectivement, je n'ai pas cette réponse. C'est sûr qu'on touche au modèle économique, et donc ici on est en train d'explorer en fait, et d'émettre des hypothèses, d'essayer de faire même pas des provocations, mais des scénarios en fait, un peu comme Fanny l'a présenté,
mais évidemment qu'on doit se confronter après à une autre réalité qui est notre fonctionnement. Et là, évidemment, on touche d'autres choses. C'est une phase exploratoire, peut-être pour répéter à l'ensemble de la salle, Sophie, c'est une phase exploratoire, on touche au modèle économique et il faut continuer à essayer d'explorer sur ces questions-là. Fanny, tu avais aussi... Peut-être pour répondre sur la question de comment on touche les grands... Enfin, comment, effectivement, les gros impacts viennent des gros acteurs. Hein, c'est directement proportionnel et c'est même plutôt exponentiel. Et en fait, c'est une vraie limite parce que pour le coup, les politiques publiques et notamment la subvention, quand on parle des gros festivals de musiques actuelles, ils sont peu subventionnés en réalité. Ils le sont parfois et parfois à des endroits incongrus, mais beaucoup sont des boîtes privées qui remplissent par la billetterie et où finalement un subventionneur qui viendrait mettre la pression, c'est tellement peanuts dans le budget. Si en face mon sponsor c'est Heineken, c'est le sponsor qui va gagner. C'est du vécu pas très loin de chez moi. Je ne sais pas si c'est Heineken, mais... Et du coup, ce n'est pas forcément le levier financier, en tout cas pas à très court terme. Après, il y a plusieurs leviers qui peuvent être vraiment intéressants. Cet été, dans les médias français, il y a eu beaucoup d'articles. D'ailleurs, on a même été sollicité pour en parler à la RTBF, sur le fait que l'impact écologique des gros festivals, c'était plus possible. Et notamment le Hellfest s'est pris un peu des retours de bâton, de déclarations pas très à droite du directeur qui se vantait d'avoir le plus gros parc électrogène de France et d'avoir construit le plus gros parking de France. Je vous jure que c'est vrai. Il fait des déclarations en mode on a le plus gros parking de France. On a arraché 47 hectares de vignes pour faire le plus gros parking de France, plus gros que Disneyland. Et en fait, ça passe plus. Et du coup, ça a été repris dans la presse, il y a eu des tribunes, il y a eu des articles, etc. Donc il y a aussi un peu ce que connaissent les footballeurs. Ça leur met quand même la pression. On a vécu le même exemple pour Tomorrowland ici avec les articles de la RTBF sur le nombre d'avions. Sur le nombre d'avions, de transport des spectateurs. Vous les avez peut-être vu passer ces articles. Alors on vous remercie. Merci de nous les avoir envoyés parce que maintenant ils viennent le faire dans les Alpes françaises où ils montent les décors en hélicoptère à 3000 mètres d'altitude dans la neige et tout. On est content. N'hésitez pas à les garder. On va prendre... Donc il y a la pression citoyenne et juste quand même, juste une dernière chose, c'est que ces questions de changement de modèle, bien sûr c'est lié à la responsabilité qu'on a envie d'avoir et de se dire je veux moins contribuer à une emprise sur le vivant, mais c'est aussi une question de risque. Parce que quand on est à ce point-là dépendant des énergies fossiles, quand l'essence sera à 3 € le litre, est-ce que je suis sûre que les festivaliers vont continuer à faire des kilomètres pour aller écouter un concert ? Par ailleurs, avec l'inflation, le prix des billets, etc. Donc on peut aussi le reprendre par... mais moi, je y crois vraiment, le modèle économique est obsolète. 2 questions supplémentaires. Une question là-bas et Emma. 2 questions. Alors, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur l'impact, comme les derniers mots, que en tout cas mesurer l'impact n'est pas suffisant. Et si j'ai bien compris, le fait qu'il peut y avoir des contradictions quand même entre, surtout si on prend un point de vue technique, entre l'impact sur les émissions, changement climatique, par contre, ce qui concerne la pollution ou autre chose. Mais par rapport à ça, alors je me demande, selon votre avis, comment les politiques publiques peuvent balancer cette contradiction ou quand même le fait qu'il faut aller au-delà de mesurer techniquement l'impact, surtout quand c'est là qu'on essaie d'avancer en établissant des critères pour subventionner les projets selon leur impact. Est-ce que vous avez des... Oui, pardon, 2 questions. On regarde donc comment est-ce que les politiques publiques peuvent essayer de continuer à avancer sur les mesures d'impact. Oui, moi c'est une question plus relative au modèle économique en fait, et aux arguments. Est-ce qu'aujourd'hui en fait, il est possible de corréler la réduction des impacts carbone avec la réduction des coûts? Par exemple, si on va faire des festivals beaucoup plus sobres, beaucoup moins de show-off, de scénographie, plus de feux d'artifice, des choses comme ça, on a une réduction de l'impact carbone, mais aussi des coûts. Est-ce que ça va ensemble ou pas nécessairement? On a besoin de moyens en plus pour justement réduire tous ces impacts. Enfin, quelle est la corrélation en fait réduction des impacts carbone et réduction des coûts? La question de Marie, c'est comment est-ce que la réduction des impacts carbone pourrait être corrélée à une réduction des coûts? Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Si oui, dans quelle mesure? Est-ce que la monnaie, vous avez des éléments où vous voulez répondre? Par rapport à... en fait,
Jusqu'à aujourd'hui, on a... Viens, ouais. Ça va être une réponse un peu partielle, mais jusqu'à aujourd'hui, ce que l'on mesure, c'est essentiellement l'impact financier. C'est bien l'objet de notre démarche carbone, et on a fait des essais dans ce sens il y a déjà quelques années, mais on n'y est pas encore parvenu, c'est d'intégrer en fait la comptabilité carbone dans notre comptabilité financière pour que chaque dépense faite ait un regard carbone. Et donc c'est pas infaisable, mais voilà, on discute de ça et voilà, ça vient s'intégrer dans nos systèmes de fonctionnement qui sont par exemple en rénovation pour le moment, donc ça prend du temps. Mais ça, c'est une façon de répondre à la question, mais je ne sais pas si c'est ça exactement la question ou pas. Je ne sais pas qui l'a posé, donc je regarde un peu dans le vide. Ouais, plus globalement, est-ce que c'est rentable d'essayer de réduire l'impact carbone en fait? Est-ce qu'on y gagne aussi sur l'aspect financier ou pas nécessairement? Alors, on n'a jamais fait ce calcul au niveau global, mais c'est vrai qu'il y a un investissement qui est fait. Par exemple, il y a une personne comme moi qui travaille à temps plein sur ces sujets. On investit dans des projets sur fonds propres. Le bilan carbone, c'est la monnaie qui le paye. Après, il y a des mesures très concrètes qui réduisent forcément la facture, puisque tout ce qui est réduction, en principe, réduction des achats, réduction des consommations d'énergie, ça réduit la facture. Concrètement, sur le tableau avec les différentes productions, et on en voyait une toute petite au bout, oui. Est-ce que les coûts de production sont aussi dégressifs dans le même sens? J'ai pas les chiffres, mais très probablement. Oui, voilà, Étienne est là, qui s'occupe justement des décors ici à la Monnaie, c'est lui qui gère les budgets de décors. Il confirme. Forcément, les décors sont pas les mêmes. Donc Et on est complètement dans le 80%, c'est-à-dire 80% de l'impact décidé au début d'une production. Et que la meilleure réduction de l'impact carbone, c'est bien la réduction de ce qu'on achète. Le choix des matériaux est important, mais c'est pas le plus important. C'est de l'optimisation. C'est de l'optimisation, mais on joue sur des petits pourcentages. Ouais. Alors après, c'est vrai que maintenant je me pose la question, parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais sur la réduction des consommations d'énergie avec l'augmentation des prix, je suis pas certaine qu'on y gagne, qu'on reste plutôt sur... Vous y gagnez par rapport à ce que vous payeriez si vous étiez à un niveau de consommation supérieur. Exactement, mais ça dépend quelle référence on prend. Et l'inverse est très vrai quand on parle de transport. L'avion est moins cher que le train. Oui. Donc le choix du train est plus cher que l'avion. Ouais. Donc c'est juste que l'inverse pour la corrélation entre le prix et les réductions carbone est très vrai sur les décors, mais un peu moins vrai sur les transports où l'avion est moins cher que le train, par exemple. Donc la réponse est non, c'est pas facile, Marie. Enfin, c'est pas évident et ça dépend des postes. Mais il y a plein, juste un petit mot, mais il y a plein d'endroits, enfin pour avoir vu dans plein de secteurs, il y a quand même plein d'endroits où oui, on peut faire des gains économiques. Typiquement, je pense aux tournages de cinéma qui ont un énorme poste café, dosette de café, et qui passent des dosettes de café à du café vrac. Et en fait, ça fait une réduction économique significative. Paris a une politique, si les tournages, ils ont un gros budget stationnement des véhicules pendant les tournages en plein air. Et donc, les stationnements des véhicules sont gratuits quand c'est des véhicules électriques. Enfin, il y a des endroits comme ça où on peut... Les protéines végétales sont moins chères que les protéines animales. Donc là, c'est un endroit où, typiquement, passer végétarien, vous allez faire des économies faciles. Voilà. Donc, il y a des endroits où, oui, c'est vraiment le cas. L'avion est un bon contre-exemple. Et puis, si je prends un exemple du livre, dans le livre, ça va beaucoup dépendre du choix du papier. Et un papier mieux disant n'est pas forcément un papier ni plus cher ni moins cher. Là, il n'y a aucune corrélation. Donc, pour les festivals, par exemple, l'eau qu'on utilise, les bouteilles, il y en a énormément. Et en fait, le simple fait de passer d'une utilisation où on a plus de bouteilles en plastique à l'eau du robinet pour tous les artistes, ce genre de choses, ça a un impact sur le coût et écologique qui est énorme. Donc supprimer les bouteilles en plastique dans les festivals, c'est aussi un bénéfice économique. Sur les festivals, il y a aussi, si vous réduisez la jauge, vous allez gagner énormément en coûts de sécurité, de gardiennage. Enfin, en France, on a le personnel Vigipirate pour fouiller les sacs, etc., à partir d'une certaine jauge, qui a un coût à la fois économique, mais de charge mentale, de pression pour les équipes, etc., qui est assez significatif. Je vous propose de répondre à la première question à laquelle nous n'avons pas répondu sur comment les politiques publiques peuvent améliorer la mesure et ce genre de choses.
Ensuite, on prend une question supplémentaire et on va s'arrêter là. On fera une petite intervention finale pour les conclusions et ensuite on ira tous boire un coup ou rentrer chez nous puisqu'il se fait tard et qu'il est mercredi soir. Je commence, mais vous complétez, ça vous va? Ouais. Alors, je ne suis pas du tout une experte des politiques publiques. Pour moi, déjà, le premier endroit, c'est qu'il me semble que les politiques publiques, depuis plusieurs années, financent la production et la surproduction. Nos politiques, elles sont très orientées sur la création, beaucoup plus que sur la mutualisation, le travail en réseau, etc. Donc déjà, arrêtez de mettre l'essentiel, de flécher l'essentiel des financements vers la création. Ça me semblerait un bon début. Arrêter d'évaluer les projets à l'aune de la croissance des jauges de manière générale serait un deuxième pas. Et après, il y a quelque chose qui est beaucoup plus large, qui est quand même quel projet de société on porte. Et alors, je vous renvoie à aller regarder ce que font une équipe d'universitaires qui est en France, à Clermont-Ferrand, autour d'Alexandre Monin, qui parle de bifurcation écologique et qui dit en fait qu'on est, en tout cas en France, nos politiques, elles sont basées sur l'attractivité. On veut attirer dans nos territoires, dans nos villes, dans nos lieux, etc. On veut rayonner, on veut du touriste international, on veut du touriste national, on veut des nuits d'hôtel, on veut des avions, etc. J'entendais ce matin ou hier une interview d'un directeur d'opéra en France qui disait « Oui, mais rendez-vous compte, personne n'irait à, je ne sais plus le nom de la ville, s'il n'y avait pas le festival Berlioz. » Vous vous rappelez? La Côte-Saint quelque chose. Ouais. Bon, c'est quand même une vision assez spéciale du rapport au territoire, je trouve. Et donc, il y a cette question de jusqu'à quand on continue à financer l'attractivité en se disant que le must du must, c'est d'avoir plein de touristes. En France, on touche vraiment la limite de ça. Dans les territoires de montagne, les gens ne se logent plus dans les territoires littoraux. Les personnes qui travaillent, qui vivent et qui se forment sur les territoires ne peuvent plus habiter sur les territoires. Donc ça aussi, pour moi, c'est un modèle de développement et une politique qui est obsolète et qui a fait son temps. Mais alors, il faut démanteler. Il faut démanteler nos politiques, il faut démanteler nos installations touristiques, d'attractivité, etc. C'est pas simple. C'est pas simple. Une dernière question. Oui, Vous vouliez pas rebondir? Merci pour la présentation aussi. Je suis stagiaire au Botanique, qui est quand même une belle structure dans la musique aussi. Et accessoirement, je m'appelle Cassandre, du coup, ça m'a beaucoup parlé. J'ai l'impression, enfin, je commence aussi, donc je débarque un peu dans le secteur culturel et j'ai l'impression de mettre les pieds dans le plat, parce qu'on est un peu cette jeune génération qui voit le gaspillage de papier et des petites choses comme ça qui, pour nous semblent un peu plus faisables. Et j'ai l'impression qu'on parlait beaucoup de médiation et comment, en fait, faire le pont entre tous ces acteurs et faire en sorte que la culture, en fait, rassemble tellement de personnes différentes qu'on évite un peu défaitiste par rapport à la dose de travail qu'il faut faire pour que tous ces acteurs s'entendent les uns envers les autres, et en tout cas sur des questions qui sont hyper importantes et hyper urgentes aussi. Donc du coup, ma question, c'est un peu en tant que jeune, et je pense qu'on est pas mal dans cette salle, qu'est-ce qui peut vraiment concrètement être mis en place pour que nos voix soient entendues et écoutées aussi, mais pas juste avec un levier qui sont les subsides, parce que ça, j'entends que c'est de la force, mais moi, j'ai l'impression d'imposer aussi une décision à des générations qui sont pas d'accord non plus, et qui du coup vont faire de la résistance, ce qui n'est pas vraiment forcément positif non plus. Donc voilà. La question de Cassandre, c'est comment est-ce que la voix des jeunes peut-elle être entendue? C'est une très belle question, très vaste, dont on pourra parler avec grand plaisir. Je ne sais pas si vous avez des éléments. C'est une prémisse de réponse, mais pour parler de l'exemple de la monnaie, c'est une question qu'on se pose en fait, de savoir comment intégrer la réflexion des jeunes. Parce qu'on se rend compte que voilà, sinon on continue toujours dans les mêmes directions et qu'il y a quelque chose d'intéressant en tout cas d'aller à cette écoute-là. Et donc on en a parlé, c'est parce qu'on en a parlé il y a 2-3 jours, mais on est en train de se dire mais est-ce qu'on ne peut pas interroger déjà nos employés, nos jeunes employés, et puis avec la possibilité éventuelle aussi de créer, de se confronter à des jeunes autour de l'organisation. Il y a des programmes qui existent en Belgique pour ça, notamment The Shift, qui est un réseau d'acteurs sur le développement durable, a mis en place un programme qui va dans ce sens. Et je trouve que c'est intéressant. Enfin voilà, je pense que ça c'est. Après c'est des décisions d'organisation, mais ça peut venir aussi des employés eux-mêmes. Enfin voilà, il y a. Mais je comprends, c'est pas simple. Mais c'est par contre très utile. Et c'est pas non plus une réponse, mais
pour moi, je fais un lien avec un phénomène en France qu'on constate à beaucoup d'endroits, qui est quand même la perte des publics jeunes. Et le fait qu'ils ne reviennent pas en salle et qu'on les perd, et qu'en fait, quand le public vieux sera mort, il n'y aura plus de public, quoi. Donc, ça revient à la question du risque, quand même, de comment on adresse ces sujets-là. On ne fera pas société sans les jeunes. Déjà, je pense qu'on peut quand même remercier très grandement nos speakers qui ont été quand même... Ça donne vraiment envie d'agir. J'aimerais quand même aussi remercier Event Change, et aussi tous les bénévoles, toutes les personnes voilà, qui nous ont aidé à organiser, les bénévoles des shifters qui sont là pour avoir organisé cette soirée. Quentin l'a dit un petit peu tout à l'heure en blaguant, mais c'est vrai que cette soirée qui a été un petit peu improvisée, même si je pense qu'on peut tous témoigner qu'elle était très 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 inspirante. Elle est partie à la base juste effectivement, Fanny est là, on va boire un verre, et en fait chez les shifters on commençait à avoir des réflexions sur le domaine de la culture, on organise un festival de cinéma, on a des contacts par-ci par-là avec des organisateurs de festivals de musique, et puis évidemment dans la diversité des shifters qu'on est, on a beaucoup de personnes qui sont tout simplement intéressées en fait, par la culture. Et finalement, l'idée de cette conférence, c'était un peu d'ouvrir cette grande conversation qui allait peut-être nous rassembler sur la question, on aime la culture, comment est-ce qu'on fait pour la décarboner? Et en organisant ça, on a commencé à rencontrer plein de gens, on va continuer d'en rencontrer, et l'idée en fait c'est pas du tout de venir la légitimité de dire voilà il faut faire ça, on a un rapport, vous l'appliquez, etc. C'est au contraire en fait de faire venir des personnes qui sont du monde de la culture, qui ont envie d'agir sur ces questions-là. Comme on disait, parfois on est un peu le club des carpos anonymes, donc si vous vous sentez un peu seul sur ces questions-là, que vous avez envie d'agir, vous ne savez pas comment faire, en fait, venez nous voir. On lance un groupe qui va s'appeler, pour l'instant on n'a pas de nom, mais on va dire un domaine culture au sein des shifters. Si ça vous parle, venez nous voir, venez renforcer nos forces en fait chez les shifters. On accueille vraiment tout le monde et on va avec tous les professionnels qui sont déjà sur ces questions-là essayer d'avancer. On a la chance d'avoir globalement des forces motrices de personnes qui sont hyper motivées. On a des bénévoles, on a du jus de cerveau, on a plein d'ambitions à nos échelles. Donc, venez nous voir. Je propose le groupe 21h33. mais non, un des trucs, par exemple, typiquement dont on parlait, c'est la question du plaidoyer vers le monde politique, vers les institutions publiques, vers les politiques publiques. C'est quelque chose qu'on fait déjà chez les shifters sur d'autres sujets. Potentiellement, ça va être des sujets à traiter parce que faire porter notre voix vers ces gens-là qui nous légifèrent, qui nous organisent, il y a du boulot, comme on l'a souligné. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est... On crée un groupe culture, vous êtes au courant, vous allez en parler partout autour de vous.